Épiloguer ou disserter sur l'obsolescence du fédéralisme ou, selon certaines analyses, un luxe des nantis de la preuve de l'aspect donc éminemment démocratique du système, puisqu'il serait d'ailleurs en toute vraisemblance ouvert à sa propre remise en cause. Du fait, cette discussion, si elle venait à exister, serait un peu absurde pour une raison fondamentale. Le fédéralisme est d'ailleurs un concept suffisamment vague pour faire preuve d'une grande adaptabilité. C'est ce en quoi d'ailleurs Ronald Watt parle d'ailleurs de l'énorme diversité d'application du concept de fédéralisme. En clair, le fédéralisme présente alors une étonnante variété d'expressions à travers des pays aussi divers que les États-Unis d'Amérique, la Russie ou même le Nigeria à côté. Aussi, il conviendrait de noter qu'en matière de fédéralisme, certains pays ont, semble-t-il, sur mieux que d'autres, se doter de structures qui correspondent tout à fait au canon du système, alors même que d'autres galvaudent leur chance, sans parler ceux alors qui en sont au premier babouillage de la décentralisation, en tenant compte d'ailleurs du fait que ce système peut créer des États très riches et des États trop pauvres. En prenant par exemple l'Afrique, ce système peut-il être une source d'espoir pour servir de modèle dans un monde où l'hypercentralisation conduit trop souvent à un cruel manque de démocratie? Quelles en sont les limites face donc à la décentralisation qui est le modèle de gouvernance choisi par le Cameroun et bon nombre de pays de l'Afrique subsaharienne? La décentralisation comme modèle de développement participatif concerne-t-elle des vertus nobles au-delà du pourrissement et de la roubladise des acteurs trop souvent mal inspirés et qui constituent malheureusement des goulots d'étranglement au point de faire douter le peuple? Si le fédéralisme est, il faut le dire, dissuète ou dépassé, alors par quoi remplacer quand on considère à quel point le monde a besoin de démocratie? La décentralisation, l'option du gouvernement camerounais, peut-elle rassurer un système politique exigeant en termes de démocratie et de bonne gouvernance et qui, au surplus, rapproche le pouvoir des populations? Évoquant donc les vertus du fédéralisme, quelles en sont alors les frontières face à la décentralisation? Voilà le sujet qui nous intéresse ce matin. Toutes ces questions et bien d'autres nous intéressent, il faut le dire, dans le cadre de ce débat hebdomadaire. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à la Palabre intellectuelle. Bienvenue au débat. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Merci de nous accorder votre confiance. Si vous nous rejoignez à l'instant bien, même vous êtes bel et bien sur Dash News, c'est la version du débat des revues des tabloïds. Merci à vous de nous faire confiance. La thématique du jour, on va d'ailleurs la rappeler. Les vertus du fédéralisme, quelles en sont les frontières face à la décentralisation? C'est le sujet qui va nous tenir en haleine pratiquement pendant 120 minutes chrono de cette émission. Ça sera bien sûr avec le panel déjà sur ce plateau. Avec votre honneur, on va d'ailleurs le présenter en grande pompe, si vous permettez bien. On va commencer par les bleus sur ce plateau. J'aime bien l'expression bleu. Je me souviens quand j'étais en 6e, on disait les bleus, ceux qui viennent d'arriver au collège. L'honorable Maryse Doualabel est femme politique, écrivain aussi, est communique pour un parti politique. Je ne voudrais pas très bien citer ce nom sur ce plateau, parce qu'on ne cite pas beaucoup de partis politiques sur ce plateau. Il est loin d'être un débat des partis politiques. Honorable, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Merci de m'avoir convié. J'ai accepté l'invitation. J'ai voulu vous dire que je ne pourrais pas être là parce que pas sûr d'être très efficace, parce que je suis endeuillée. J'ai perdu un petit-fils de 15 ans, Zach Enzo, et c'est un décès qui nous a vraiment dévastés parce qu'il est décédé. Il a dormi la nuit comme tous les enfants après avoir dit bonne nuit à sa grand-mère, et le lendemain matin, il a oublié de se réveiller. Et ça nous a vraiment affectés. Mais bon, nous devons chacun continuer à vivre et à faire ce que nous pouvons pour que notre pays se construise. Et je pense faire partie de cette classe de femmes et d'hommes politiques qui sont à la tâche, au niveau de la base comme au niveau de la réflexion intellectuelle, pour essayer de trouver des solutions et nous accorder sur ce qui pourrait être efficace pour notre pays.
Permettez-moi de vous souhaiter mes sincères condoléances. Je voudrais essuyer vos larmes sur ce plateau honorable. Nous allons également vous permettre de vous supplier d'accepter la compassion des téléspectateurs du Dash News, ceux qui suivent bel et bien la revue des tabloïds version débat, qui vous, par ma voix, nous allons vous souhaiter nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Nous espérons que vous allez pouvoir remonter à tout cela. Qu'à cela ne tienne, ne faites pas le deuil chez vous. Ici, là, nous sommes en train de débattre des problèmes de la nation. Certainement, ça sera quelque chose de très intéressant. Honorable, malgré tout, vous avez bradé tout et vous êtes là, avec une mémoire fraîche. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer à la présentation de notre panel. Je parlais de bleu tout à l'heure, mais je vais me passer d'un bleu pour revenir après. Paul est là, est analyste financier, géostratège. Paul est là, est bel et bien à mon extrême droite. Il faut dire que Paul est là, analyste financier, géostratège. Il est d'ailleurs l'organisateur des fameux awards du panafricanisme. Paul, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour Raoul, un plaisir renouvelé et un panel très riche et je m'en réjouis déjà pour tout ce que nous pourrons tirer de ce qui va être dit pour, comme d'habitude, essayer autant que faire se peut, selon nos modestes contributions, d'éclairer les lanternes des millions de Camerounais et d'Africains qui regardent fidèlement Dash Media. Alors, vous préparez, il faut dire, la deuxième édition de Pan-African Awards, on va dire les reconnaissances panafricaines. Alors, ça sera probablement au mois de décembre prochain. Y a-t-il évolution au niveau de la préparation de ces choses-là? Oui, tout à fait. Vous savez, le temps court et nous sommes à moins de 5 mois de l'événement. Et l'événement se déroule ici à Douala. Et donc, avec une semaine panafricaine, c'est l'innovation pour cette édition. Du 10 au 15, justement, avec toutes sortes d'expositions, de livres, de produits 100% africains, j'insiste, et de conférences et d'ateliers avec des gens qui viennent d'un peu partout sur des thématiques diverses et variées pour justement édifier les uns et les autres sur ce que c'est que la Renaissance africaine et toute la projection de la souveraineté qui constitue le combat même du panafricanisme. Et puis le 16 décembre donc, le vendredi, c'est donc la remise avec la remise. Distinctions et tout le reste. Et puis, il y aura du poulet brisé là-bas. Vous savez, les Camerounais aiment beaucoup manger. Hein. Faites pas ça. Certainement. Mais c'est plus sûr, le poulet brisé, c'est plus sûr et certain à la semaine panafricaine parce qu'il y aura également des stands gastronomiques. Vous savez, avec nos gros ventres là, quand on voit le poulet brisé, on ne résiste à rien. Hein. Heureusement, le poulet c'est quelque chose de bien. Ça nous permet de nous sentir très à l'aise et surtout chez nous. Pas le poulet congelé qui vient de l'autre côté là, qui est pourri, mais je parle bien du bon poulet que nous produisons ici au Cameroun à travers les PAVIC, dont je voudrais saluer d'ailleurs le président, M. John Ock, qui est le président de l'interprofession avicole du Cameroun. Alors, on va dire qu'il y a quand même de nouvelles faces qui... En fait, il y a des personnalités étrangères qui se signalent déjà, qui seront là. Oui, absolument, absolument. On a, vous préférez garder ça pour vous ou bien vous voulez sortir quelques noms? Disons que quelques noms, parce qu'ils sont déjà ils sont faits de cela et ils sont d'accord pour que ce soit sorti. On a entre autres le mythique groupe Kassav, et parmi lesquels le fondateur qui sera présent. On a Pierre-Edouard Demsimus, exactement. Vous voyez que les anciens... Non, je ne comprends pas. Je n'ai pas donné son nom, mais lui, il a donné. Et donc, pour dire qu'il maîtrise bien le sujet, et c'est tant mieux. Et puis, on a également la célèbre chanteuse Yvonne Chaka Chaka. Everybody. Voilà, qui a confirmé. Pierre-André Marie Tallard. Un monument. Voilà, qui a confirmé. Et on a également... un certain nombre de personnalités comme Etilé qui seront là. Alors, gardez les noms des personnalités ainsi, de peur que les djihadistes ne mettent les yeux sur eux. Gardez ça aussi. En tout cas, on va demander à notre jeune compteur, Odro Djéa, on a déjà parlé tout à l'heure du fondateur du Kassab qui sera là, Yvonne Chaka Chaka, dont nous aurons la primauté, nous aurons la primeur sur ce plateau. Exactement. Mais il y a un nom quand même, avec ta permission, il y a un nom qui est important parce que c'est l'un des parrains de l'événement, c'est Théophile Obenga, qui a confirmé également et qui est, on le sait, le dernier héritier direct de Cheikh Anta Diop. En tout cas, ma sœur Audrey Djoya, Iméran Biasso ont effectivement pris note. Il faudra que ces gens-là soient reçus en grande pompe dans notre seconde chaîne de sport et divertissement. Là-bas, on parle beaucoup de musique et ces stars qui défilent là-bas, nous espérons mieux que nous aurons la primaire sur ce plateau. Merci d'être arrivé. Nous allons accueillir le troisième invité sur ce plateau. Il est aussi bleu.
un grand frère que nous aimons bien, pas moins panafricanisme. Le professeur Jean-Paul Bellec est panafricaniste, docteur en astrophysique. Professeur, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour, M. Pépin, Pépin Bénin, que je connais pas. Non, Bénin. C'est vrai, c'est un nom trop compliqué, mais j'ai dit Bénin. J'ai dit Bénin, c'est pas ça? Bénin, j'ai dit. Tout à fait. Bénin. Oh, alors là, il y a une grosse erreur, je ne savais pas. En tout cas, appelez comme vous voulez. Je pensais que c'était une duplication du même nom. Bénin, Péna. Tout à fait. Ah, depuis le temps que j'entends ça, je n'ai jamais fait attention aux détails. Il n'y a pas de en tout cas, c'est un plaisir d'être sur ce plateau avec mes copanélistes. Hein. Donc, certains que je connais très bien. Vous, d'ailleurs, aussi, je vous connaissais. Vous connaissez moins bien, mais moi, je vous connaissais bien. Vous avez vu en tant que journaliste sur les chaînes de télévision. Oui. Et ma copainiste, je lui dis Assia, parce que là, je comprends la peine s'agissant d'un petit enfant qu'on élevait d'ailleurs. Professeur Jean-Paul Bellec, c'est vraiment terrible pour nous. La jeunesse, c'est quand même ce qu'il y a le plus important chez nous. L'Afrique, c'est son atout. Et l'essentiel de la population africaine. Le président Badakani, tu as dit hier 70%, n'est-ce pas? Vous avez déjà présenté le président Badakani avant moi? Ça veut dire que vous avez pris ma posture tout de suite? Excuse. Allez-y, je vous le permets. C'est l'élan. On a partagé le plateau hier, c'est l'élan. C'est ça. En tout cas, bonjour aux téléspectateurs d'HTV et merci de m'avoir invité. Et bonjour bien sûr à l'équipe technique. Alors, vous suivez l'actualité comme nous autres nous suivons. Je voudrais que vous pourriez dire un mot là-dessus. Par exemple, sur la supposée arrivée du président Emmanuel Macron sur nos murs d'ici quelques jours. Cela vous suscite quand même quelques nostalgies ou alors un avenir promoteur pour le pays, pour le Cameroun et la France. Vous avez bien dit arriver supposé, parce que c'est vraiment rien de moins sûr. Oui, je n'ai pas de supposé parce que justement je sais sur quoi je parle. Il n'y a aucune nostalgie, pour en ce qui me concerne, j'ai longtemps vécu en France, aucune nostalgie, aucun sentiment de bon accueil pour ce monsieur qui déjà maltraite son propre peuple. Je parle de la France. Mais pourquoi vous dites cela? Les Africains sont de nature très accueillants. Non, je ne sais pas ça. Comment vous voulez qu'on n'accueille pas un chef d'État dans un pays comme ça? Je n'ai pas dit de ne pas l'accueillir. Je dis que ce monsieur maltraite son propre peuple. Donc il n'est pas. Il n'est pas le bienvenu. On peut recevoir quelqu'un qui n'est pas bienvenu, non? Bon, ok. Attendez, bienvenu existe. C'est une expression. Mais il y a aussi malvenu. C'est une expression française. Il y a aussi malvenu. C'est-à-dire que son moment est mal choisi, s'impose. D'abord, c'est un buzz qu'on essaie de faire. Et on verra. Dans quelques jours, on saura d'abord de quoi il s'agit. Et tous ceux qui se sont engagés dans cette voie de façon opportuniste seront démasqués. Surtout en tout cas, que la chose suive son cours. Allez jusqu'au bout. Mais en ce qui me concerne, je vous permets d'aller jusqu'au bout. Okay, vous avez voulu dire surtout les là, vous n'avez pas cherché. Bon, si ce monsieur débarquait, on verra bien quels sont ceux qu'il recevra. Surtout les traîtres. On va noter les traîtres. Et je répète qu'on sait ce qu'on fait aux traîtres. En tout cas, c'est un chef d'État. Monsieur Macron nous a dit qu'il avait 60 millions avec son sommet de Montpellier. Il avait 60 millions à distribuer. Il a déjà donné 20 millions aux Maliens. Peut-être que le Cameroun va se prendre ça part. Voilà, ceux qui veulent aller au mangeoir. On a besoin de cet argent-là. Peut-être que ça viendra nous bitumer la route, je crois, Babadjou, Bamenda, un truc comme ça. Parce que c'est une route qui traîne depuis très longtemps. On attend toujours que cette route soit bitumée, malgré... on va dire, les cris des parlementaires, on a toujours fermé les oreilles. On nous a toujours dit, non, c'est bon, ça suffit. On verra ce que ça donnera. On va accueillir le quatrième invité sur ce plateau. Mon grand frère passionnel, il s'appelle le président Badakani, président du nouveau mouvement populaire. Il faut dire qu'il est panafricaniste d'âme. J'aime bien cette expression-là. Homme politique aussi, on a une femme politique, on a un homme politique. C'est quand même fabuleux ce matin. Président Badakani, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour, je commencerai par apporter mon soutien à ma maman, l'honorable Malise, qui est éprouvée ce matin, mais qui a choisi le camp de la vie. Parce qu'en étant là avec nous ce matin, elle proclame la supériorité de la vie sur la mort. Nous voulons lui apporter tout notre soutien et nous lui remercions énormément d'avoir accepté, malgré tout ça, de venir. Donc, je la salue particulièrement. C'est l'une des figures féminines de l'histoire parlementaire du Cameroun. Elle a marqué l'histoire parlementaire du Cameroun par son panache. Et tout à l'heure, je lui disais qu'on est député à vie. Donc pour nous, elle est honorable à vie. Voilà. On est très heureux d'avoir une institutionnelle parmi nous ce matin. Je salue mes co-panélistes, des personnes exceptionnelles, pour qui j'ai
de l'amitié, de la fraternité, beaucoup d'estime. Le savant, professeur Bellec, astrophysicien reconnu au plan international, de très haut niveau. Et qui ne semble pas être reconnu dans son pays. Oui, mais vous savez pourquoi, non? Il n'y a qu'au Cameroun, on voit ces gens de choses. Mais quand l'enseignement supérieur est dirigé par M. Famendongo, il n'aime pas les gens comme ça, monsieur le ministre. Il n'aime pas les gens comme ça. Il a été au commissariat à l'énergie atomique en France. C'est monsieur qui est assis devant vous là. On le voit humble comme ça. Il a travaillé au plus haut niveau dans le commissariat atomique en France. Son CV est public, allez lire. Mais il arrive dans son pays, on fait comme s'il est... On n'hésitait pas. Non, on est même fâché de le voir. On dit qu'il fallait rester là-bas. Tu viens faire quoi ici? On dit, tu viens faire quoi ici? Il faut interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur. On ne peut pas avoir une ressource comme ça dans votre pays qui est mondialement reconnue dans sa matière. N'est-ce pas? Vous faites comme s'il n'existe pas. Vous passez le temps à corriger les fautes des gens en public dans les journaux. Donc nous sommes là pour lui rendre hommage, pour l'encourager. Il lui dit que nous, on est heureux qu'il soit là et nous, on fait tout ce qu'on peut pour le mettre à l'aise dans ce pays. En attendant, n'est-ce pas, qu'il apporte, qu'il apporte tout ce qu'il a pour faire avancer son pays. S'il faut attendre des gens comme le ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, on n'aura rien de bon par rapport à ça. C'est le professeur Jacques Famendongo, le président Badakani. C'est un professeur titulaire des universités, grand chancelier de l'ordre. Il mérite un peu de respect, le président Badakani. C'est parce que je le respecte que je l'interpelle. Quand on a des titres comme ça, on ne laisse pas une ressource comme ça dans son pays, comme s'il n'existe pas. J'espère que monsieur le ministre l'a compris. Voilà. Il saura quoi faire. C'est ça justement la grande chancellerie des ordres académiques, c'est de s'occuper des ressources rares comme... Tout à fait. Président Badakani, je voudrais qu'on parle. Je voudrais saluer mon copanéliste, mon frère Paul est là, en lui disant que les awards peuvent être précédés par un congrès. Et je voudrais effectivement entrer dans ce congrès. Nous parlons là du 6e congrès panafricaniste, la journée du panafricanisme du 21e siècle. On parle du 6e congrès panafricaniste sur la thématique. Passons à l'autre. Ça sera bien sûr les 29, 30 et 31 juillet prochains. Ça veut dire que dans une semaine très exactement. Dites-nous où en sommes-nous? Nous avançons énormément. Évidemment, il y a toujours des difficultés, mais on est habitués. Nous, les difficultés nous donnent plus de force pour avancer. Alors nous avons... L'événement, c'est, vous avez dit, les journées du panafricanisme du 21e siècle. 6e congrès panafricaniste, parce que nous assumons les 5 congrès précédents. Tout à fait. Et nous nous inscrivons dans la continuité des 5 congrès qui ont posé les bases stratégiques et idéologiques du panafricanisme. Il y a eu 5 congrès précédents. Le président Nkrumah a pouvoir essayer d'organiser un 6e congrès, mais ça n'a pas pu, avec toutes les contraintes qu'il avait, ça n'a pas eu l'impact que ça voulait avoir. Nous voulons garantir la continuité de ce combat avec les mots, la vigueur et la force de notre époque. D'où le concept de l'africanisme du 21e siècle. Il continue ce qui a commencé, mais dans les contraintes et les exigences du 21e siècle. Alors, il y a un ensemble de thèmes. On va essayer de faire le point sur le panafricanisme. D'abord, dire ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Et là aussi, il y a beaucoup de confusion. Il faut quand même que les gens sachent de quoi est-ce qu'ils parlent. Donc, il faut qu'on parcourt pour voir ce qui n'est pas et ce qu'il est. Nous avons fait venir un panel compétent, le professeur Wonan Guini, qui sera là, le professeur Charles Binam Bikoy, le professeur Bellec, qui va intervenir, il est devant vous. Et nous avons le professeur Mebo Metandongo, qui anime tout un département à l'Université du Canada. Et moi aussi, je vais animer un thème. Donc, il y a donc le panafricanisme, ce qui n'est pas et ce qu'il est. Nous avons essayé de parcourir, de revisiter le kémétisme, l'afrocentrisme et même le traditionnalisme et leur rapport au panafricanisme. D'abord pour faire ressortir les divergences objectives, voir aussi les convergences objectives et essayer de dégager une synthèse. Donc, et ça va être animé par le professeur Binam Bikoy. Il y a justement la nécessité de dégager une alternative panafricaniste au système mondial, au système global. Donc, nous avons bien dénoncé, on va toujours dénoncer, c'est la base du combat que nous menons, dénoncer, mais démontrer qu'on a mieux à apporter. Tout à fait. Et le professeur Mbembe Meta va décliner les axes d'une alternative programmatique capable de démontrer que les panafricanistes peuvent gérer nos pays et apporter des solutions originales dans tous les domaines, mieux que l'Occident. Je précise bien, mieux que l'Occident. C'est le travail qu'il va faire. Vous avez le professeur Bellec, qui va analyser la planète comme étant un village négro-africain. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a des luttes qui sont en cours aujourd'hui
sur la planète où le peuple noir est méprisé, nié, où on ne reconnaît pas son humanité. On a tendance à oublier ça. Il va essayer d'amener ça dans l'actualité. Nous allons démontrer que le monde est d'abord notre village africain. Avant d'accueillir le reste. Oui, le professeur Bellec dit souvent que l'homme est devenu homme en Afrique. Ça a pris 100 000 ans. Donc il va, comme il sait très bien le faire, il va démontrer ça de façon magistrale et par là continuer à animer toute cette conscience universelle nègre que nous voulons construire. Et qui peut être un puissant outil géopolitique s'il est bien compris par nos dirigeants, par nos institutionnels, si c'est bien compris dans ce sens-là. Mais attendez, nous innovons avec une journée consacrée à la performance économique. Il est question de célébrer les performances des entreprises par la République camerounaise qui se démarquent. Parce que le panafricanisme, c'est ça aussi. Donc nous avons en vue, nous avons ciblé le port et la CNPS qui vont... Selon vous, sont des sociétés citoyennes pour l'instant et qui sont dans les performances. Je ne sais pas ce que vous appelez société citoyenne, mais il y a de la performance. Il faut mettre ça en valeur et démontrer qu'il y a un leadership économique africain capable de gérer nos pays et de les gérer très bien. Très bien. Merci beaucoup, Président. Il y a le volet culturel qui va être animé par le grand Toto Guillaume, qui va nous accompagner pour qu'on concilie la réflexion, le rythme, la danse, tel que les Africains savent le faire. Toute l'Afrique sera au Cameroun. Les gars seront bel et bien au Cameroun à partir du 29, 30 et 31 juillet, puis au mois de décembre. Certainement, l'événement, c'est au Cameroun pour cette année 2022. Madame, Monsieur, nous avons déjà cité, nous avons déjà sonné la fin de la récréation sur ce plateau. On va donc maintenant aller voir avec la toute première transition qui nous mène à cette vidéo que je vous suggère de voir avec beaucoup d'attention. Une vidéo qui nous vient de nos confrères d'Africanos qui ont réalisé quelque chose de terrible dans un pays qu'on appelle le Kenya. Et nous nous sommes permis aussi, pour nos téléspectateurs, de leur montrer ceci. C'est une véritable révolution africaine qui va certainement exciter aussi votre curiosité. On va suivre. Redonner à l'Afrique une place plus importante dans l'éducation, c'est le défi que l'école Freedom, située à Nakuru dans l'ouest du Kenya, tente de relever. Ici, la culture, la langue maternelle et les tenues africaines sont au cœur du programme d'éducation dénommé Afrocentrisme. Grâce à notre programme de mentorat, nous avons réalisé que les enfants ne font qu'étudier les maths et l'anglais sans réelle identité. Alors nous avons décidé d'enseigner à ces enfants leur identité qui s'appuie sur le programme afrocentrique, qui est le programme de la liberté. Et quand nous avons commencé à faire cela, nous avons vu une sérieuse transformation. La majorité de ces enfants a commencé à avoir d'excellents résultats. Fondée en 2018, cette école culturellement attachée à la valorisation de l'Afrique et son histoire compte désormais plus de 300 élèves âgés de 5 à 14 ans. Avec sa différence, elle veut briser les codes éducationnels laissés par la colonisation. La raison pour laquelle nous valorisons notre langue maternelle, nos cultures et nos tissus africains, c'est parce que c'est ce que nous sommes. Notre culture porte notre cœur, notre âme, notre esprit, notre essence. Et si nous nous habillons comme les Britanniques nous l'ont montré, ou si nous parlons comme les Britanniques nous ont appris à parler à l'école, en fait, ce devrait être qu'un ajout, juste une exposition supplémentaire, non le centre. D'abord, nous devrions commencer par notre propre langue maternelle, nos propres cultures, notre code vestimentaire, notre afrocentrisme, et ensuite, nous pouvons ajouter le reste. C'est une école centrée sur l'Afrique. Elle essaie de changer la mentalité africaine, de faire en sorte que les Africains s'aiment eux-mêmes, sachent qui ils sont et soient simplement fiers et prêts à embrasser leur culture. Dans mon ancienne école, il était très difficile de se faire appeler par son nom africain parce que les gens pensent que les noms africains n'ont pas de valeur. Les fondateurs de cette école espèrent que leur exemple sera adopté à l'échelle nationale, voire continentale, avec l'objectif de former des Africains qui promeuvent leur africanité. Merci donc pour cet élément. On va le constater ici. Merci pour cet élément donc, qui nous vient probablement du Kenya et cette réalisation. Alors, honorable Bell, votre réaction sur ce reportage qu'on a suivi tout à l'heure qui prône quand même le retour aux sources. C'est dommage que ce soit seulement maintenant que le système éducatif
en Afrique, je ne parle pas seulement de notre pays, comprennent que le travail commence à la maternelle. Quand je dis à la maternelle, dès que l'enfant commence sa socialisation, il est important qu'on lui donne tous les ingrédients qu'il lui faut pour devenir un Africain. Un Africain qui s'assume, un Africain qui croit qu'il a sa place dans le concert des nations, un Africain qui est capable d'impacter de la valeur et de communiquer, de partager favorablement sa culture, son intelligence. Or, nous avons été embarqués dans l'aventure coloniale et l'objectif du système éducatif conçu par les colons, c'était justement le lavage de cerveau. Je me rappelle, mon père me disait qu'eux, ils terminaient l'école avec Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'est-à-dire que les fonctionnaires qu'ils devenaient après, par exemple, la sortie de l'école professionnelle, qu'on appelle le lycée de Koumassi, aujourd'hui le lycée technique de Koumassi, c'est là-bas que mon père est sorti. C'est bien après qu'il ira en France par les programmes spéciaux pour faire des études à Châteauroux et devenir ingénieur. Mais à cette époque-là, c'était les écoles qui formaient la relève coloniale pour commencer le développement moderne de notre pays. Mais il y avait que Mamadou et Bineta. Et le dernier ouvrage, c'était Mamadou et Bineta sont devenus grands. Et quand vous regardez cet ouvrage, vous vous rendez compte que dans la conception de ce que les Occidentaux pensaient nécessaire pour qu'on continue à porter la charge qu'ils nous demandaient de porter, ce n'était pas de réfléchir. Il n'y avait aucun thème philosophique dans Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'était des descriptions, c'était des récits. Évidemment, ils écrivaient tous un français impeccable. Ils étaient imbattables en grammaire, en vocabulaire, mais on ne les invitait pas à cultiver la réflexion, à se poser des questions. Donc, ce système scolaire-là avait un objectif bien précis. Et ce que nous n'avons pas réussi à faire, c'est la rupture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on se rende compte que ce système va être limitant. Pas sur le plan cognitif, en fait, pas sur le plan des acquisitions, des connaissances, mais sur le plan du développement des personnes. Donc, pour moi, je suis très heureuse de voir cette initiative et je pense que dans les états généraux de l'éducation qui sont en train de se préparer, un des ateliers ou alors un des sous-thèmes sera bien celui-là, c'est-à-dire comment rebâtir notre système éducatif pour que dès la sortie des ventres des mamans, les enfants apprennent à être des Africains. Parce que les gènes font une partie du travail, mais l'essentiel du travail est quand même social, psychologique, émotionnel, etc. Et tout ce pan-là, nous avons fait des efforts, il faut le dire, hein, parce que ce n'est pas juste de ne pas le relever, que le système scolaire camerounais a fait des efforts pour l'introduction dans les programmes des pans de cours ou des enseignements qui vont chercher dans nos terroirs respectifs et dans nos modes de pensée, dans nos danses, dans nos récits, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Et moi, là, c'est... L'exemple du Kenya. Oui, l'exemple du Kenya devrait servir énormément. Merci beaucoup, honorable Belle. Vous êtes prise de parole. Président Badakani, votre commentaire également sur ce reportage que nous avons suivi.
Je m'inscris dans la piste déployée par l'honorable. La problématique de l'éducation en Afrique est la problématique majeure de notre existence. Parce que sans éducation, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de développement. Maintenant, ce qui ressort de façon spécifique dans le discours, c'est de réconcilier les projets éducatifs africains avec le contexte africain, avec l'histoire africaine, avec le patrimoine historique de notre continent. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes dans un contexte international et mondial où l'avenir va être l'affrontement des États-civilisations. Samuel Huntington, le géopoliticien américain, avait écrit un livre polémique, Le choc des civilisations. Il n'y a pas que du vrai dedans. Il y a de l'idéologie pour les intérêts américains, mais au moins, il nous a donné la couleur, le tableau de l'une des orientations de la géopolitique américaine. Vous ne citez que ça. Donc, face à ça, ce sont les États-civilisations qui vont s'affronter pour ce fameux dialogue de l'universel que nous appelons de tous nos vœux. En cela, nos systèmes éducatifs en Afrique en général et au Cameroun en particulier sont en retard. Il y a des acquis. Ils sont indéniables. Si nos pays sont debout malgré tout, c'est parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Mais ce système-là ne peut pas nous faire affronter les défis de l'avenir. Si nous maintenons ce système en l'état, on va reculer. Et nous risquons la recolonisation et les faits sont là. Quand vous voyez une loi qui est votée par ce que vous appelez États-Unis, c'est-à-dire un tel niveau de banditisme d'État, où on vote une loi pour nous interdire de traiter avec qui nous voulons. Plus grave, confisquer nos matières premières, puisqu'il est dit dans cette loi qu'il nous a interdit de vendre nos matières premières stratégiques à la Russie. Si on le fait, on sera puni. Je crois qu'on n'est jamais arrivé à ce niveau de stupidité. Mais c'est la nature des États-Unis. Quand vous voyez les comportements de nos soi-disant partenaires, nous mesurons ce qui se prépare à peu près. Et si nous ne pouvons pas adapter notre système éducatif pour former une génération de citoyens qui soient à la hauteur de ces défis, sur le plan technique, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, à tous les niveaux, on joue avec le feu. Et par rapport à ça, on est en retard. Quand je vous dis, il y a des symboles. Quand un pays, par exemple, ne peut pas s'occuper d'une ressource comme ça, c'est-à-dire qui a été au sommet, au commissariat atomique en France, ça prouve que notre système éducatif est malade. Ce n'est pas une affaire de politique, machin et consort. Vous ne vous amusez pas à vous passer des ressources rares. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour beaucoup de ressources rares que notre continent a et que notre système universitaire éducatif est incapable d'absorber. C'est-à-dire qu'on les repousse. Et ça trahit le caractère colonial de ce système-là. Il faut le décoloniser. Le défi, c'est de le décoloniser. Les experts en la matière, je lisais encore un hier, nous disent que c'est hérité, ça vient de Napoléon. Ils donnent des éléments pour voir l'origine de ce système. Et c'est les déchets qu'on a envoyés ici. C'est-à-dire que nous formons des personnes comme si c'était pour aller servir Napoléon. Je lisais hier des experts. Je pense à Paul Bekima, qui était un enseignant, qui a fait des thèses là-dessus. Je lisais, tu connais donc Bekima. Tu le connais très bien. Je lisais ça encore hier. Je l'écoutais hier. Il donne des éléments historiques précis sur l'origine de notre système éducatif. Si on parle le cas des pays francophones. Mais vous ne pouvez pas éduquer les Africains comme si c'était au temps de Napoléon. Vous pouvez s'en fout avec ça. Donc, il faut décoloniser à tout point de vue. Actuellement, si on prend le cas du Cameroun, on essaie de rattraper en essayant, je me répète à dessein, de professionnaliser. Ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas seulement de fournir de la main de vos entreprises, qui pour la plupart sont étrangères. Et là, on va bricoler ce qu'on va appeler la professionnalisation, alors qu'il est question de donner seulement une main d'œuvre à la nouvelle orientation du pillage africain par les multinationales. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de former des futurs créateurs d'entreprises, des futurs industriels, les gens qui vont rivaliser, qui vont nous créer des champions nationaux et africains pour chasser sur notre terre les multinationales coloniales qui pillent nos pays. Donc vous voyez que même à ce niveau, tout à l'heure, l'honorable a parlé des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas à la hauteur des défis.
Vous comprenez ça? Ce n'est pas à la hauteur des défis. Donc, afrocentriser ou panafricaniser le système éducatif, c'est-à-dire que retrouver et dépasser le génie de nos ancêtres, qui ont été les maîtres en matière de sciences, en matière de culture, en matière de philosophie, bref, experts en humanité, il n'y a pas de... Vous savez qu'il y a une église qui se dit universelle, on l'appelle catholique, qui est présente, qui se présente comme étant l'expert en humanité. Si vous lisez leur texte, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que le pape et l'Église catholique sont experts en humanité. Bon, c'est une prétention qui n'est fondée sur rien que le mensonge, parce que l'expertise de l'humanité, c'est l'Afrique, puisque ça a commencé ici chez nous. Mais comment se fait-il que, à l'heure actuelle, nous avons un système éducatif, c'est pas possible, on ne peut même pas le classer par rapport au niveau qu'avaient atteint nos ancêtres. Il y a des millénaires. Nous devons faire mieux. À défaut de faire comme eux, on est obligé de faire mieux, pas reculer. Donc, mais comment est-ce que nos ancêtres ont été les premiers partout? Et aujourd'hui, nous avons des systèmes scolaires qui font de nous les derniers. Et il y a donc cet éveil que nous vivons au Kenya, où on commence déjà à enseigner ça à l'école. Je crois que le Cameroun devrait suivre pas. Oui, même au Cameroun, on commence à enseigner les thèses de Cheikh Anta Diop dans nos écoles. Mais c'est tellement timide. Ce sont des généralités. Il ne s'agit pas de dire que Cheikh Anta Diop va faire ça, de raconter ça. Il s'agit de créer des Cheikh Anta Diop qui vont faire mieux que lui, qui vont dépasser le maître. Le rêve d'un maître, c'est que ses disciples le dépassent. Même si on dit souvent que ça n'arrive pas, mais le rêve d'un maître, un vrai maître, c'est que son élève le dépasse. Ça fait mieux que moi. Tout à fait. Pour honorer le maître. Donc il s'agit de fabriquer les Jean-Paul Bellec, les honorables. Parce qu'elle a une brillante carrière. Elle a été députée dans ce pays. De fabriquer des gens comme ça, qui sont des experts financiers et qui ont une pensée globale pour aborder les problèmes. Nous avons besoin de fabriquer des génies. Notre système éducatif produit un ou deux génies. On est content. Non. Il s'agit de produire beaucoup de génies. C'est le défi qui est relevé. Et par rapport à ça, moi je le dis, permettez-moi, je vais encore interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est par respect pour lui que je le fais. Au lieu de chasser les enseignants de l'université, de passer son temps à faire de la discipline universitaire, il faut qu'il mette ça à niveau. Il est sémioticien, non? Sémioticien. C'est Paul Lamy qui connaît ce que ça veut dire. C'est parce que veut dire sémioticien, bien, il paraît que c'est un savant. Ça ne va pas. Il faut que nos systèmes universitaires éducatifs soient mis à jour. Comme un ministre d'État en a la compétence, mais il faut la volonté et un changement de mentalité et de comportement à l'égard de ceux qui maîtrisent le savoir. Très bien. Merci beaucoup, Président Banakani. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, votre réaction également. Bon, moi, je vais faire un petit point historique. Il ne faut pas prendre ça comme si je voulais créer une dissonance. Hein. Je dis la vérité, enfin, telle que je la connais. Les pays ex-colonies britanniques sont très en retard par rapport aux francophones. Parce que là, le reportage fait croire le contraire. C'est faux. C'est eux qui sont en retard. C'est archi faux. Ça s'appelle faire de l'histoire antidatée. Ou alors parler du vraisemblable et non pas du vrai. Et qu'on regarde les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui. Bon, il y a eu un coup de projecteur. Et dans le Kenya, non, ils sont en retard. S'ils n'étaient pas en retard, eux n'ont pas de CFA chez eux. Ils seraient les leaders en Afrique et traîneraient la francophonie. Au contraire, ils réclameraient même qu'en tant qu'Africains, il n'y a plus cette francophonie. Or, il y a toujours la francophonie. On voyait bien, par exemple, au Mali, c'est le Ghana en tête avec M. Akufo-Addo qui crée les problèmes au Mali. Ou alors avance en tant qu'anglophone. Ils sont en retard. Et oui, ils ont des côtés favorables. Parce qu'effectivement, le monde anglo-saxon étant en Occident plus pragmatique que le monde francophone, je suis d'accord. Par exemple, quand on regarde au niveau gestion économique, au niveau... Bon, ils fabriquent des voitures au Ghana, au Nigeria, oui. Mais attends, c'est pas le matériel qui fait l'homme, hein, c'est l'homme qui fait le matériel. Mais il s'agit là de former les futurs Africains dans leur culture, c'est de ça que... Est-ce que j'ai même dit le début du commencement de ce que je voulais dire? Ça, c'est juste une entrée en matière en tant qu'Africain, c'est comme ça que nous faisons. Je n'ai pas encore dit le principal. Maintenant, j'y arrive, puisque vous me pressez. Il faut bien que je sois pressé parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Non, vous que vous me pressez, donc j'y arrive. Donc il serait mieux pour que nous gagnions un temps. Pour prendre la seconde thématique, d'aller très rapidement. Oui, j'y vais rapidement. Et surtout, n'entrez pas dans des détails qui vont nous perdre. Je vous en prie. Allez-y, professeur. Voilà pour faire perdre quelqu'un. Allez-y, je vous en prie. Vous avez la parole. Je vais faire cet effort alors. Donc je dis, hein, ici, là, au Cameroun, moi, Jean-Paul Bellec, qui m'a appris à lire avec le bassin, j'avais 5 ans. C'est ma mère. Et comment ma mère a été capable? Bon, c'est vrai qu'elle a fait qu'avec moi, mais c'est parce que peut-être je suis celui qui a plus d'entrain à suivre. Pendant que j'apprenais, j'étais en France. Hein. Moi, la première fois que je suis arrivé en France, j'avais 5 ans. C'était en
65. 5 ou 6 ans. Parce encore la France. Je n'ai jamais fait l'école maternelle. Je n'ai jamais fait l'école maternelle, si je ne connais pas. Donc, oui, mais j'ai longtemps vécu en France. Donc, quand j'arrive, pendant que j'apprends le CP, à parler français, parce que moi, j'ai appris à lire, à parler français en baragouinant dans le bateau. C'est les crewmen, là. J'ai appris avec eux. Je ne parlais pas français quand j'ai pris le bateau. C'est pendant le bateau, arrivé en France, je bricolais un peu. Donc, pendant que j'apprenais en CP à lire et écrire le français, B.A.B.A., ma maman m'apprenait aussi à lire et écrire le bassa. Et pourquoi ma maman a pu apprendre à lire et écrire alors qu'elle parlait mal le français à cette époque-là? C'est avec le temps qu'elle a amélioré son français. Parce que, ici au Cameroun, elle a d'abord appris dans sa langue maternelle. On commençait l'école. Vous voyez, ma maman, elle est née en 1942. On commençait à l'école d'abord dans sa langue. Donc elle a appris le bassa et le français venait après. C'est parce qu'elle a appris le bassa et à lire et écrire qu'elle m'a pu apprendre à moi aussi. Et ça, c'est vrai. Je rappelle également qu'avant l'indépendance, ici, il y avait des journaux en langue nationale. Ici. C'est qu'il faut pas. L'indépendance, pour nous, sur beaucoup d'aspects culturels, c'est une reculade, entre guillemets, l'indépendance. Parce qu'ici, il y avait des journaux. Je vais donner un nom que je connais très bien. Djellon. C'est toujours en bassa. Ce que je dis en bassa, parce que moi, en tant que bassa, même en ayant vécu en France, je n'ai jamais coupé court. D'ailleurs, maman continue à m'envoyer des livres. Hein. Par exemple, Kelly Keke, tout ça, là, elle m'envoyait les dictionnaires. En étant en France, elle m'envoyait des livres. Voilà. Donc, je dis que moi, je parle bassa. Je parle du bassa parce qu'en tant que bassa, je n'ai jamais coupé les ponts, même étant en France. Mais non, ça veut dire que ce que je dis là, un Douala peut dire la même chose, un Bamleke peut dire la même chose, un Betty peut dire la même chose. Djellon est un journal qui existait avant l'indépendance, était écrit en langue bassa, lu et écrit en langue bassa. Djellon, avec des journalistes qui écrivent en langue bassa. Alors, si ça existait avant l'indépendance, est-ce que ça a cours aujourd'hui au Cameroun? Non, donc c'est une reculade. Mais non, Cheikh Anta Diop n'est pas un anglophone, c'est un francophone. La réflexion qu'amène Cheikh Anta Diop, c'est parce que c'est dans sa culture mouride. Mais son père, d'ailleurs, Cheikh, c'est un titre. Il le tient de celui qui l'a élevé, qui est un nom qui s'appelle Mbaké. Mbaké était un inventeur et c'est des gens très avancés dans leur culture. Wow. C'est ça qui fait que Cheikh Anta Diop, à l'école primaire, a même proposé une écriture, essayer de transcrire les langues africaines dans une écriture qu'il a inventée, étant au lycée plutôt. Van den Vrolen, je ne sais pas quoi, là, à l'époque coloniale. Voilà. Donc ça veut dire que l'enracinement au niveau de culture, en fait, est chez les francophones. Pourquoi? C'est parce que c'est chez les francophones que la colonisation était la plus dure. Les Anglais faisaient l'indirect rule, ils faisaient le souple. Ici, c'était dur, violent. Donc les combats étaient violents. Et regarde bien en Algérie, les combats étaient... Regarde au Vietnam, où il y avait la colonisation française, c'était violent. C'est cette violence qui amène des gens aussi à ne pas adhérer avec le colon. Moi, je me souviens quand j'étais en France, j'ai une amie nigériane. Mais elle fêtait le jubilé de la reine, ce que moi je ne concevais pas. Et elle était fière d'acquérir... Le jour où elle a sauté anglaise, elle était fière. Moi, j'ai vécu 1 an avec cette fille-là, en France. Je ne comprenais pas, elle s'appelle Bounmi, Olu Bounmi. Falaye, pour donner son nom du départ. Son mari reconnaîtra. Bon, bref. Donc, je ne comprends pas. Donc, pourquoi les anglophones ne sont pas si en avance que ça sur le plan culturel? Parce que ce sont des gens qui sont plutôt attachés. Alors maintenant, en France, la France vous fait la guerre. Vous savez, la Guadeloupe est un département français. Depuis 2021, un groupe essaye de créer une école panafricaine. On l'a refusé. Elle est interdite, ils sont en procès. La France, là, on veut écrire Macron, il posait la question. Ce Macron-là, il a refusé la création d'une école panafricaine. D'ailleurs, le président Badakani, ne disent-ils pas que leur plus grand ennemi, c'est les panafricains? Les jours. Alors, ils ont refusé la création d'une école panafricaine. Vous voyez? C'est la guerre que nous menons là. Elle est dure, crue. Et il n'y a pas de demi-mesure. OK? Mais les anglo-saxons, là, ont fait demi-mesure, donc ils se perdent là-dedans. OK, maintenant, école afrocentrique. Même le nom, là, c'est pas nouveau. Ils sont en retard, parce que Moléfique était à Santé. Il y a 30 ans de retard, là. Oui, le retard par rapport à... Oui, j'arrive. À un autre anglo-saxon de culture anglo-saxon, Moléfique était à Santé. C'est lui qui crée le concept d'afrocentricité au début des années 90. En 1992, il écrit un livre, donc ça refait à 30 ans. Donc lorsque maintenant il parle d'une école afrocentrique au Kenya, il y a 30 ans de décalage par rapport à Moléfique qui était à Santé. Ils enseignent ça aux États-Unis déjà. Ils se sont réveillés 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Donc c'est pas une avoir, mais c'est bien d'en parler. Mais en fait, pourtant, au Cameroun, il n'y a même pas ce réveil. Je vous dis que chez nous, c'est une reculade. Mais on se bat, non? Vous voyez comment créer le panafricanisme? Où est-ce qu'il s'enracine au Cameroun, non? Les chaînes panafricaines, tout ça, là. La pensée panafricaine. Donc, parce que nous, on est dans le combat permanent. On n'est pas encore sorti de là. Et c'est cru, c'est violent. Mais je vous dis, hein, vous avez bien fait de mettre le sujet. En fait, l'intérêt pour le Kenya, c'est de mettre le sujet en lumière et de l'approfondir. Mais ce n'est pas la peine de créer des clivages anglophones. Non, pas du tout. Pas du tout. Sachant que les francophones, nous, on a la lutte la plus violente. Cheikh Anta disait que la lutte que nous menons,
et qu'on mène contre nous est plus violente que celle qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Parce qu'elle est partout, même dans nos relations diplomatiques. Très bien, professeur. Honorable, permettez-moi de donner il a eu une prise de parole et puis je reviens à vous aussi. Paul-Ella, votre réaction également sur ce reportage que nous avons suivi. Alors, il faut se souvenir que dans un passé pas si lointain, l'origine en fait de la déstructuration des mentalités ou de la pensée africaine a été faite avec une extrême violence. Je pense aux sombres périodes des expéditions esclavagistes et de la colonisation. Et l'objectif premier, c'était justement de déposséder l'Africain de son identité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit mémorielle. C'était l'objectif. Quand on a dit ça, on se rend donc compte que ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui, depuis ces siècles-là, participe d'un plan, d'une organisation bien huilée de la part des impérialistes occidentaux pour justement transformer le noir, que eux, ils savent, en tout cas je parle des originaires, des dépositaires même de ce plan machiavélique qui était donc de transformer le noir en une coquille vide dans laquelle ils installeraient donc le logiciel de la colonisation, ce qui fait des Noirs d'après esclavage et colonisation, pour l'essentiel en fait, en termes de pensée collective, quelque chose qui a été colonisé, qui a été biaisé, et qui fait que les Noirs, pour la plupart, et c'est le combat que nous faisons pour déstructurer et remettre en cause cette réalité-là, qui fait donc des Noirs des gens qui sont en perte d'identité et qui se regardent malheureusement dans l'autre, qui s'apprécient et qui ont des critères de valorisation tels que le colon, le néocolon, lui ont imposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qu'il y a à faire, c'est donc de décoloniser la pensée collective africaine, de la restructurer et de lui réinstaller le logiciel originel qui est celui de la connaissance de base. Et on le sait, c'est acté, l'Afrique étant donc la source de tous les savoirs et de toutes les connaissances. Et ça participe donc de l'éducation dès le bas âge. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'un enfant est beaucoup plus malléable et beaucoup plus ouvert d'un point de vue de sa structure psychologique et intellectuelle. Et donc, il est impératif que, dès le départ, dès le jeune âge, ce travail de décolonisation des mentalités qui doit s'accélérer et s'inscrire même dans les programmes éducatifs, parce que nous avons un système éducatif qui est hérité de la colonisation, pour l'essentiel, et il est de bon ton, il est urgent, et je me réjouis que ce soit au Kenya ou au Cameroun, parce qu'il y a des activités similaires, il y a des choses, des initiatives similaires, ou un peu partout dans le monde noir. Le professeur Bellec parlait des Antilles, où justement il y a une école qui a été arrêtée, parce qu'elle avait même commencé, mais qui a été arrêtée dans le processus, une école panafricaine aux Antilles, qui a été arrêtée, je pense en Guadeloupe, qui a été arrêtée par les dirigeants français, en disant que c'était une façon de détourner les enfants, alors qu'en réalité, c'est uniquement pour les rétablir dans leur identité originelle. Et on voit bien que les impérialistes occidentaux ont un problème avec la restitution, le rétablissement, la restauration de la pensée africaine, tout simplement parce qu'ils comprennent, ils savent d'où nous venons, et ils savent que nous sommes justement les dépositaires de ces savoirs et de ces connaissances qu'ils s'attribuent fallacieusement à une certaine civilisation supposée gréco-romaine. Merci à vous, Paul. Alors, vous avez demandé la parole, Oui, oui, juste pour dire au professeur que je ne pense pas que le plus important soit d'apprendre à lire ou à écrire le douala, le bassa. Ce n'était pas considéré comme des langues. Et d'ailleurs, la personne qui était scolarisée en français était toujours supérieure dans l'échelle des valeurs coloniales que celui qui maîtrisait l'écriture et la langue douala, par exemple. L'école du village, comme on l'appelait, c'était vraiment fait pour... Ce n'est pas ces personnes-là qui devenaient les personnalités de la République. C'est bien la langue française parce que l'école a été considérée comme une arme
pour la conquête coloniale. Et c'est la raison pour laquelle elle nous a, au passage, détruits. C'est vrai, on a appris des choses, mais la plupart d'entre nous, excusez-moi, c'est comme ça que je le vis, nous sommes des coquilles vides. Et ce que l'exemple du Ghana, du Kenya, a en plus que les tentatives que nous faisons, c'est qu'ils vont plus loin que le côté de l'acquisition des connaissances. Ils touchent le vestimentaire. On nous a appris que le vêtement africain ou alors l'habillement africain était primitif. Et pour rien au monde, on accepterait que dans une ambassade, quelqu'un soit habillé comme les chefs Betty ou les chefs Douala en Sandja. Il y a même des gens qui ont été pénalisés, sortis des cérémonies officielles parce qu'ils étaient en pagne et en chemise au Cameroun. Ça veut dire que nous-mêmes, les colons ont réussi à nous faire intégrer que n'était valorisé et valorisant que le vestimentaire occidental. Vous comprenez? Donc ce n'est pas simplement le fait d'écrire la langue qui est important, c'est tout l'emballage, d'abord il y a le contenu et tout l'emballage qui va avec, qui fait que nos langues étaient reléguées vraiment au catéchisme du village. Vous n'alliez pas passer un bac en Bassa, vous n'alliez pas passer un BEPC en Bassa, etc. Donc, l'effort que nous devons faire là, aujourd'hui, c'est bien de réhabiliter nos langues et de prouver que ces langues peuvent nous amener aux connaissances les plus, d'ailleurs, comme il disait, que nous avions par le passé. Faire les mathématiques en Bassa, c'est possible. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, il y a des ouvrages qui sont écrits, etc., etc. Donc, pour moi, cet exemple nous interpelle parce qu'elle est plus globale. Elle intègre tous les aspects de ce qu'est un être humain. Alors que chez nous, bon, on le fait encore pour faire les fêtes scolaires, les danses, les enfants doivent danser. Non, ce n'est pas ça. Ça va plus loin que ça. Ce que j'ai vu va plus loin que ce que nous faisons et je pense qu'on a intérêt à embarquer dans ce train-là. Alors, Président Bandakad, il s'agit davantage peut-être de récréer les esprits qui plongent dans le véritable panafricanisme, aller chercher dans les tréfonds des cultures africaines pour en faire des Africains dignes de ce nom, totalement à l'écart de l'Occident. Je crois qu'il faudra commencer par là aussi. Sans verser dans le folklore. Éviter le folklore. Parce que le folklore peut être encouragé par l'ennemi à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il y a folklore lorsqu'on croit que nos usages, nos patrimoines culturels sont tombés du ciel en évitant d'insister sur la dimension matérielle, les matrices matérielles qui les ont engendrées. Donc, quand on parle de matrices matérielles, on parle de l'économie. On parle de l'économie. C'est pour dire que le cas du Kenya, il faut faire très attention parce qu'au Kenya, si votre économie est complètement extravertie et que vous êtes dans la sauvagerie capitaliste que vous déguisez par la mondialisation, c'est du folklore. Et le Kenya est très avancé dans ça. Ces dirigeants ne veulent pas repenser la structure économique réelle de leur pays. Ils habillent le pillage capitaliste avec le folklore africain. Mais tu penses que cette école, elle est créée par les gens dont tu parles? Non, je ne pense pas. Je parle de l'expérience du Kenya à l'heure actuelle. Oui. Par rapport à cette école ou bien par rapport au vécu? Mais cette école doit être au Kenya. Et vous parlez d'une partie. Je suis en train de parler d'un ensemble qui peut même tuer. C'est justement l'expression folklore. Le génie d'une telle initiative. Je vais aller plus loin pour que vous compreniez très bien ma pensée. Il y a des pays africains qui parlent leur langue. Le Kenya même. Ils parlent leur langue. Ils n'ont pas bougé dans l'échelle de l'évolution. C'est tout ce que je veux dire. Je suis d'accord avec vous. Hein. Mais je veux dire de faire attention. Parce que moi, quand j'étais à Liberman, on m'a appris à parler faire Liberman. Grande sœur, maman. On m'a appris à parler le Gombala à Liberman. On enseignait ça. Mais je peux vous dire que ce n'est pas pour m'émanciper. Non. Mais alors, on s'est compris. On s'est compris. On s'est compris. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, de faire attention au folklore. Le folklore, vous savez, je vais aller un peu plus loin. Quand on a lancé Nollywood qui était là, la structure là, beaucoup d'Africains ont dit que derrière, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, Paul? J'ai dit aux gens à l'époque, faites attention. Moi, je suis vigilant. Nollywood,
Hollywood. Moi, je commence à réfléchir 2 fois. Et on voit ça. C'était la couverture pour venir nous vendre leur bêtise. Mais tout ça était habillé, les décors. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'avancée de l'ordinateur, on vous fabrique les décors africains en 2 jours, en 1 seconde. Tout le décor était africain. J'ai dit aux gens, ce n'est pas africain ça. Ce que vous réduisez l'Afrique au folklore. Ça, c'est un monsieur qui apprend. Il nous enseigne, ça, il apprend aux élèves que l'Afrique, sa culture, c'est la mathématique. Ça, c'est extrêmement intéressant, ça. Là, c'est comment le ministre dit que la culture africaine, c'est la mathématique. Ce n'est pas la danse, ce n'est pas le folklore, ce n'est pas le vestimentaire au niveau sentimental. C'est la mathématique. Et là, on entre dans la science qui nous permet d'être au-dessus, de maîtriser tous les aspects, tout ce que vous avez évoqué. C'est tout ce que je suis en train de dire, que de faire extrêmement attention. Attention, c'est important. Je suis en train de dire que la culture, sa valeur dépend de la matrice matérielle qu'elle apporte. Si vous avez une économie faible, votre culture va végéter. C'est tout ce que je suis en train de dire. Oh, en Afrique aujourd'hui, ce que j'observe, c'est quoi? C'est que les débats qui portent sur la culture évitent la question du capitalisme là. Mais ça, ce n'est pas africain. L'Afrique n'est pas capitaliste. Nous avons une conception de l'économie qui n'est pas capitaliste. Il faut commencer par là. Parce qu'il s'agit de savoir combien la répartition de la richesse. Notre récit sur le matériel, sur la richesse. Nous, chez nous, il n'y a pas de richesse qui soit valable si le reste est dans la misère. C'est la communauté. C'est comme ça qu'on nous. Mais aujourd'hui, les valeurs capitalistes, c'est que je peux être riche, même s'il y a 100 milliards de pauvres, qu'ils meurent. Et maintenant, ils sont en train d'aller très loin. Maintenant, ce sont des inutiles, il faut les effacer. Les vaccins, les machines, toutes ces bêtises qu'ils inventent là, c'est pour effacer le surplus d'inutiles. Qui peuvent suivre le rythme. Mais en Afrique, c'est un sacrilège. On ne laisse pas de côté quelqu'un parce qu'on dit qu'il ne suit pas le rythme, on s'occupe de lui. C'est ça l'économie. Mais tous les débats que nous faisons aujourd'hui, qui vont privilégier les sensations culturelles, je dis bien les sensations culturelles, en évitant de poser la question de l'économie. Évidemment, la philosophie, ça va être des gesticulations culturelles. On aura des endroits, des bantoussants culturels où on parlera la langue, on va danser, mais les vêtements africains, mais c'est l'Occident qui est derrière. C'est simplement ce que je suis en train de dire. Au-delà des langues, comment? Président Badakani, au-delà des langues qu'il faut enseigner, on sait, mais est-ce que vous étiez en train d'évoluer là? Ce n'est pas la renaissance même de cet esprit africain, si vous voulez, panafricaniste qu'il faudra. Oui, mais cette renaissance, je vous dis que c'est la science, c'est la philosophie. Pas que la culture joue un rôle hyper important, parce que c'est elle qui est l'expression de ce que tu es. Mais qu'est-ce que la culture? Mais maintenant, qu'est-ce que la culture, Honorable? La culture, c'est l'expression. Chère maman. C'est pas parce que tu vas ajouter maman que je ne veux pas. Non, je veux comprendre. Allez-y. Oui, ce que je veux dire, c'est important. Je dois vous respecter. Vous êtes ma maman. Voilà. Ce qui est important, mon fils, c'est que je voudrais qu'en même temps qu'on reconnaît que notre essence est fortement, j'allais dire, scientifique et élevée, mais qu'on nous a, on a un génocide, voilà, un génocide culturel et intellectuel. Mais en même temps, il faut que nous ayons une expression propre qui fasse que, quand je suis en face d'un occidental, je ne suis pas la copie d'un occidental. Et à partir de ça, je suis persuadée que je vais générer également une économie pour soutenir tout cela. Si, par exemple, nous décidons aujourd'hui que nous ne mettons que les baumes, ça s'appelle les baumes, c'est ça? Oui, on va donc quitter cet aspect, j'allais dire, purement traditionnel ou culturel, ou non, tu as utilisé un mot plus fort, folklorique, pour faire de l'ébaume un tissu où on aura toute une industrie, où il y aura l'industrie textile à partir de l'ébaume pour faire des vêtements à partir de cette fibre qui est confortable, qui nous sied, qui est belle, etc. Donc, ce que je veux essayer de dire, les deux se tiennent. Les deux se tiennent. Les deux se tiennent. Lui, vraiment, en quelque sorte, lui, il parle de l'essence économique qui constitue une force pour imposer une vision. Et vous parlez, ce qui est tout à fait juste, de l'essence culturelle qui, lorsqu'elle est valorisée, tire aussi l'économie. Parce que si j'aime ma culture et que je me la suis réappropriée, j'ai plus tendance à aller acquérir des biens qui correspondent à ma culture et ça a un impact positif sur l'économie.
Alors pour moi, ce n'est pas l'économie alors qui serait la locomotive, ça serait la politique. La politique, c'est elle qui va nous dire que stop, on a suffisamment suivi. Nous avons pris la parole. Le président Batakari, son temps de parole. Le président Batakari a dit. Elle appelle ça l'économie. On va appeler ça l'économie politique. C'est mieux de dire ça. Je parlais de l'économie politique, c'est-à-dire que nous sommes quand même à une situation où... Mais notre problème, c'est que des gens sont venus confisquer nos terres. Les gens sont venus confisquer tout ce qui nous appartient. C'est ça qui nous fait végéter. C'est comme ça le problème fondamental. On ne règle pas ça en dansant. On ne règle pas ça en dansant ou en riant. Nous dansons depuis, on danse très bien. On sourit, mais on rit beaucoup. Chantal n'a pas démontré le caractère civilisateur du rire africain. Mais avec ça, on ne va pas s'en sortir, avec ceux qui sont en face de nous. Ce que je suis en train de vouloir faire comprendre, c'est ceci. Je vous dis, à l'heure actuelle, prenez l'exemple des peuples qui parlent leur langue. Ça nous interpelle. Mais on peut parler sa langue, on peut garder ses atours culturels et ne pas bouger. À ce moment-là, il faudra définir ce qu'on entend par culture. Attention, la culture africaine, ce n'est pas ces expressions tribalistes. Ce ne sont pas ces expressions claniques qui sont un moment de son histoire. La culture africaine, c'est une généralité africaine. Et quand vous arrivez à ce niveau, vous allez toucher le côté philosophique, de l'idée qui invente cette culture. C'est de ça que je parle. L'idée qui invente... Là, nous sommes d'accord. Non, il fallait que j'explique ça. Parce que je vous dis, nous sommes au fait de toutes les stratégies qui se mettent derrière. Je vous ai parlé de Nollywood. Je sais que vous avez vu l'impact de Nollywood sur les Africains quand on a lancé ça. Mais nous, on a souffert à l'époque quand on disait aux gens que ce n'est pas africain. Moi, j'ai failli visiter ma vie. Les gens m'ont traité de nom d'oiseau. Aujourd'hui, on voit ce que c'est. Mais il a fallu combien de temps? Ça nous a fait perdre du temps. Donc, les gens réfléchissent. Moi, je vous dis à l'événement de m'enseigner le Goma là. Quel est l'intérêt des jésuites de m'enseigner ma langue, le Goma là? Alors que quand je voyais ce qu'ils faisaient à côté, tout ça, ça n'avait rien pour m'émanciper. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, je ne fais pas partie de l'alcoolie, des associations d'anciens élèves du collège Liberman. J'ai vu tout ça. Donc, je dis ceci, quand on arrive au niveau de la pensée générale de l'Afrique, vous allez voir que derrière, c'est la philosophie, ce sont les conceptions cosmogoniques qui créent l'élément culturel, qui ne sont que des instruments pour valoriser, généraliser cette pensée-là auprès du peuple, par la danse, par le théâtre, par les vêtements et tout, par l'esthétique. L'esthétique, là, tout ce qui est lié à ça, derrière l'idée générale qui génère ça, c'est la pensée que vous faites de ça. C'est ça que je parle. Et à ce niveau, vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème. Si nous commençons par là, on va arriver, on va toucher le point central. Et à ce niveau, je vous rejoins. L'Occident. L'Occident. Et là, vous voyez qu'on est d'accord quand on arrive à ce niveau-là, qu'on peut passer on peut pas le prendre pour référence. Je chute. Parce que lui, il aime notre enfant, il est un mauvais enfant. Si on veut être poli, c'est notre enfant. Mais c'est un mauvais enfant. Très égaré. Et qui est allé très loin dans son égarement, comme je ne sais même pas si on peut Mais vous parlez de qui? L'Occident. Si on peut le rattraper. Je parle de l'Occident. Des cultures gréco-romaines qui ont engendré ce qu'on est en train de voir là. Donc maintenant, tout le monde, c'est les lieux communs. Hein. Tout le monde sait ça maintenant, que ce sont des enfants de l'Égypte antique qui ont peut-être mal assimilé les leçons de papa. Ben, peu importe. Et dans ça, je vous appelle. Cheikh Anta lui donne un conseil dans ses anciennes barbaries. Il dit que tout ce qui est dans le monde aujourd'hui est africain. Très bien. Vous avez lu ça? Très bien. Merci beaucoup. Les anciennes barbaries, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on donne aux gens, on leur donne la propriété, ce qu'ils n'ont pas créé. L'Occident n'a rien créé. Il a amélioré des choses. Son génie, c'est la communication. Mais qu'est-ce qu'il a créé? Tout ce qu'il dit que ça lui appartient là. Quand on analyse, ça ne lui appartient pas. Il a dénaturé. Quand il n'a pas dénaturé, il a bricolé ici. Mais ce n'est pas lui qui a créé. C'est des travaux scientifiques, c'est établi aujourd'hui, qui démontrent ça. Donc l'Afrique doit se réapproprier de ce qui est... Sauf que la Bible nous a frappé après. Je dis, laisse la médecine tout en coller. Je dis, même la Bible aujourd'hui. L'amnésie. Ok, c'est bien, on va sortir de ce sujet. Président Batakari, s'il vous plaît. C'est important. Une minute. On n'a plus de temps, vraiment. Je dis même la Bible. Oui. Ça fait des années où on se bat pour faire dire aux gens que mais ce n'est pas un livre occidental. Maintenant, c'est démontré, tout est là. Très bien. Ce n'est pas le livre. Merci beaucoup, Président Batakari, le professeur Belek. La suite. Alors, là maintenant, tel que c'est parti là, ça devrait plus s'arrêter. Puisque vous parlez du retard, ben, on peut quand même considérer que ces retards peuvent se rattraper. Bien sûr, le retard c'est relatif. En fait, on en cause par rapport à tout. C'est
Juste parce qu'on est en guerre. Le plus important que beaucoup d'Africains ou de la diaspora oublient, c'est qu'on est en guerre. Et on est un peuple en danger. Parce qu'on doit donner les armes pour mener la guerre. Parler de ça. Pardon, quand tu as dit ça, ils se fâchent. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Voilà. Quand tu es en guerre, à la guerre comme à la guerre, on a affaire à des prisons, voilà des enfants qui ont mal appris la leçon de papa. Et c'est vrai. Non, on va dire quelques vérités avant que je développe, si vous me permettez. Comme ça, on met des choses au clair. Voilà. L'homme blanc, c'est de qui il s'agit. Je ne parle pas du blanc et du noir catégorie politique. Je parle de l'homme blanc au niveau anthropologique. Je vais être même plus précis parce que si je dis ça, ce ne sera pas correct. Je parle de la population blanche. La population blanche dans cette humanité a moins de 8000 ans. Ça a été daté. Claire. Il y a des connaissances qui remontent, c'est pas vieux, hein, à une dizaine d'années maximum. La population blanche, je ne dis pas l'homme, l'individu. Parce que l'individu blanc naît parmi les noirs. Parmi les noirs, il naît des blancs. On peut donner un taux comme ça. Mettons que sur 20 millions d'habitants, tous les 10 ans, il y a un blanc. Blanc, comme on voit les occidentaux là, qui naît parmi les noirs. Avec papa, maman noir. Bien sûr, parce que le blanc... Mais je parle pour... Oui, bien sûr, il est blanc, il a tout. Vous ne connaissez pas l'histoire, ça s'est passé à peine, il n'y a même pas 16 ans au Nigeria. Vous ne connaissez pas? C'est pas le seul, hein, c'est le plus connu. Mais sinon... Parlons de la population blanche. La population blanche a été datée il y a 8000 ans. Elle n'est même pas née en Europe. Et qui fait ces recherches? Est-ce que c'est moi, Jean-Paul Bellec? C'est ça les Occidentaux eux-mêmes, non? Donc, ils vont eux-mêmes se déclassifier comme ça. Mais non, ils disent juste la vérité. Ils ont des travaux, voilà, on publie. Et puis c'est tout. Et puis, personne n'est même contesté. La population blanche n'est même pas en Europe, déjà. Et puis le mot Europe n'est même pas européen. Oui. Oui, oui, oui. Nous ne sommes pas dans l'astrophysique, hein, je vous appelle, parce que là, on est en train de se perdre. Le mot, astrophysique. On ne se perd pas. Non, mais attendez, moi j'ai une formation pluridisciplinaire. Académiquement, je suis astrophysicien. Mais pendant que je suis l'astrophysique, je ne suis pas paresseux. J'ai appris la linguistique, l'histoire, et l'histoire des sciences, l'histoire des peuples. J'ai appris beaucoup de choses. Je n'ai jamais été paresseux de ma vie sur le plan intellectuel. Donc, j'ai fait l'effort, encore aujourd'hui, d'apprendre. J'apprends même pendant qu'on parle là. Madame a dit que j'ai appris des choses. Donc, j'apprends tout le temps. Voilà. Alors, donc, je dis que le nom Europe. Mais Obenga va venir ici, non? C'est pas ce que j'ai entendu. Bon, il vous le dira parce que... Bon, ok, je passe. Le nom Europe. Non, mais lui-même le dit, non? Mais il te connaît. Quand le professeur Bandakani dit là, Obenga lui-même, il dit que l'Europe n'a strictement rien inventé. Je le reprends mot pour mot. Hein. C'est pas une injure, c'est démontré. Il dit Obenga. Qui peut compter au fil Obenga? Il va venir ici. Bon, ok. Alors, donc, le nom Europe. Europe est un nom africain. Puisque ça vient d'une famille phénicienne, elle-même d'origine de l'Égypte. Le roi Agénor, qui a été nommé roi de Tyr en Phénicie. La Phénicie, c'est Liban et aujourd'hui, extension Israël-Syrie. C'est ça. Mais il était d'originaire lui-même d'Égypte. Son papa était originaire de l'Égypte, donc africain. C'est un territoire africain. Voilà. Et, effectivement. S'il vous plaît, c'est une parenthèse. L'Arabie est une extension de l'Afrique. Président Bada, je vous appelle. S'il vous plaît. Mais on apprend ça à l'école, Quand je reprends la parole, vous permettez que je la le drame, c'est qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Je vous appelle. C'est vous le boss. On risque d'être dans un débat où on va dans tous les sens, on ne comprend plus bien. Je ne voulais pas ça. Il faudra que nos téléspectateurs soient clairs et fixés. Président Badakari, lorsqu'il parle, laissez le parler, je vous appelle. Parce que quand vous avez la parole, personne n'intercède. Alors, allez-y, achevez. Je dis, hein, on apprend ça à l'école. Là, ce que je dis là, qu'est-ce qu'il dit? Ovide. Moi, ma fille était en 6e, elle a lu Ovide, les Métamorphoses. Ovide, c'est un auteur latin, Ovide. Donc, on apprend ça à l'école. Même ici, moi, j'ai fait le lycée Jos. Oui. On apprenait des choses comme ça. Bon. Alors, donc, dans Ovide, les Métamorphoses, il explique comment Cadmos, le frère de Europe est une femme, elle a été enlevée par le dieu Zeus, qui l'a emmenée on ne sait pas où. Donc, il va en Grèce pour récupérer sa sœur. Voilà, Agénor, c'est leur papa, c'est tout. Bon, il va là-bas. Et c'est lui qui va apprendre aux Grecs l'agriculture, l'écriture et beaucoup d'autres choses, et même jusqu'à la religion. C'est écrit, même Homère a repris ça. Donc, le nom Europe vient de la fille Europe, une femme noire. D'ailleurs, si je faisais faire une extension, bien après l'Antiquité, quand on parle des vierges noires, ce n'est pas les vierges les plus adorées en Europe. Elles sont bien noires, non? Ce n'est pas seulement le mot on dit noir, elles sont noires. Même l'enfant que la Vierge porte dans les mains est noir. Que ce soit en Pologne, en France, il y a plein de... C'est-à-dire que Dieu même est noir, si on peut comprendre comme ça. Oui, bon, okay, ça on peut dire que Dieu lui-même est noir. Oui, il y a un philosophe qui l'a dit. Vous laissez faire l'extension. On n'a plus de temps, on n'a que 30 minutes maintenant pour parler du sujet qui nous intéresse. Toujours a-t-il dit que, une fois que j'ai cadré que même le nom Europe, la population blanche
ne naît pas en Europe. C'est pour ça que j'ai voulu mettre le clair sur l'Europe. Elle naît à la lisière de l'Europe. C'est quelque part là au niveau de la Turquie que la population blanche, elle naît comment? Bref, Mr. Bulldogam l'empêche qu'elle naît. Et elle entre en Europe, au nord, en Scandinavie, il y a 6000 ans seulement. Et elle descend ensuite avec la France, l'Espagne, l'Italie. Il y a 4000 ans seulement. Il y a 4000 ans, les pyramides existaient déjà en Égypte. Depuis, ça faisait au moins 2000 ans qu'on ne les construisait plus. OK? En Égypte. Donc, ça veut dire que le blanc, comme le président Bakele a dit, pour les noirs... Il n'a rien créé. Non, c'est juste un enfant. Turbulent, tout ce que tu veux, c'est un enfant qui vient essayer de maltraiter ses parents. Mais sauf que cet enfant a réussi à vous imposer sa... Il n'a rien réussi du tout. C'est pour ça que... Non, vous parlez de retard. La question, c'est le retard. Mais voilà, donc c'est le retard. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de retard. Ce n'est pas un problème. Pour nous, nous sommes en guerre. Et c'est là que je veux que les gens comprennent bien. Et il s'agit que dans cette guerre, nous la gagnons. Et nous allons... Il y a des Blancs qui ont bien compris les choses. On a la Russie comme Vladimir Poutine. Je pense qu'elle a très bien compris. Il faut qu'on gagne ces guerres et qu'on remette, comme Cheikh Anta le disait, ces Blancs-là à la place qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Très bien. Ça veut dire que ce que nous avons suivi tout à l'heure là au Kenya n'est qu'un pan de ce qu'il faudra gagner. Il y a plus important à gagner avant d'atteindre cet aspect que nous avons. Nous sommes en guerre, il faut qu'on gagne la guerre. Très bien. Parce que si vous ne gagnez pas la guerre, même si vous mettez cette école, l'ennemi, il peut la détruire. D'ailleurs, regardez ce qu'ils font en France avec l'école panafricaine. Il peut la détruire, remettre autre chose en place. Très bien. Merci beaucoup à toutes les quatre pour cette première, on va dire, ce sujet d'entrée qui, j'imagine que nos téléspectateurs voudraient que nous puissions continuer dans cette lancée, mais hélas, nous ne pouvons pas. Nous sommes exactement à 40 minutes du départ de ce plateau et il faudra que nous puissions dire quelque chose sur la thématique centrale. Alors, avec votre permission, je vais y aller tout de suite et très rapidement sur cette thématique centrale. Alors, honorable Belle, vous avez la parole, la toute première. Vous êtes une femme politique. On va même dire une dure des femmes politiques. J'aime bien habiller ça ainsi. On est à l'ère où on voudrait franchir des frontières de ce fédéralisme avec en face la décentralisation qui semble être l'option choisie par le peuple camerounais. Alors, dites-nous, selon vous, y a-t-il des frontières à franchir ou à ne pas franchir? Je crois qu'il y a surtout, j'appellerais pas ça frontière, j'appellerais ça le temps. Le temps-espace pour partir de l'un à l'autre. Pourquoi est-ce que je suis favorable à l'autre, c'est-à-dire le fédéralisme? Je suis favorable parce que le problème qui me semble très difficile pour les gouvernants d'aujourd'hui ou de demain, hein, c'est qu'on a l'impression que la nation, que l'État ne recouvre pas la nation et que la nation elle-même n'est pas encore une véritable nation. C'est-à-dire qu'il y a encore une domination j'allais dire, des nations inférieures, le clan, la tribu, etc., qui dominent encore au quotidien ce qu'est le Camerounais. Alors que notre ambition, à nous tous, c'est d'arriver à une structure, enfin, à un concept plus supérieur, c'est-à-dire la nation, l'entièreté du Cameroun qui deviendrait une communauté. Alors, le concept là, déjà, non? Le concept dont vous rêvez que nous puissions devenir a déjà, non? En fait, ce que j'essaye de faire et que je dis que je n'arrive pas à bien exprimer, c'est que pour moi, j'ai l'impression que pour que le fédéralisme réussisse, il faut que nous fassions l'expérience pédagogique de la nation. Et actuellement, nous ne sommes pas une nation. Nous sommes une fédération d'ethnies qui essayent de faire ensemble pour que la nation camerounaise vive. Nous n'avons pas forcément la même langue. Oui, nous avons le français et l'anglais, mais nous parlons nos langues respectives. Nous n'avons pas les mêmes us et coutumes. Nous n'avons pas les mêmes, évidemment, on n'a pas les mêmes territoires. Nous n'avons pas les mêmes cultures. En fait, nous ne sommes pas pareils, pour dire la vérité. Les Camerounais sont encore, de manière dominante, des ressortissants de leurs ethnies. Je ne parlerai même pas de leur département. Je ne parlerai même pas de leur arrondissement. Vous parlez du communautarisme qui semble être encore bien ancré. Qui est encore bien ancré.
et qui fait donc que l'État, qui lui a l'ambition d'organiser tout cela dans un ensemble politique structuré, ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Parce que les ethnies prédominent un peu dans... Alors, j'ai donc l'impression que l'étape décentralisation est un moment d'apprentissage et de fédération qui va créer la cohésion nécessaire pour que si on doit aller vers la fédération, que les ensembles soient mieux consolidés. C'est la raison pour laquelle je milite pour la décentralisation. Mais pour moi, étant comme une étape de la fédération, parce que je préfère, pour tout dire, je préfère l'organisation structurée en termes d'État fédéré. Très bien. Paul-Eda, on vous suit. Alors, moi, je pense que l'un des cœurs des problématiques sociétales, sociales de nos États africains, c'est qu'ils ont été pensés pour nous. Ils ont été pensés par d'autres et ils se sont retrouvés imposer des formules qui, en réalité, ne correspondaient en quasiment rien à notre réalité contextuelle, culturelle, économique, politique, originelle. Et ça se traduit dans le déroulé de ce concept, en fait, de démocratie qui est pensé, en tout cas qui est transmis selon la vision et sous le prisme unique de nos prédateurs. Regardez comment ça s'est passé avec le discours de La Baule en 1990. La démocratie qui n'était pas, si elle est considérée comme en tout cas au moins deux éléments essentiels que sont la liberté d'expression et le pluralisme politique, les pays africains n'ont pas attendu les années 1990 et le discours de La Baule pour savoir ce que c'est de donner aux populations l'égalité des chances en termes de projection dans l'échiquier politique d'une nation. Et on se rappelle quand même que bien avant les pseudo-indépendances, on était déjà dans des schémas de pluralisme politique. On avait l'UPC, mais du fait justement de la géopolitique du moment et la domination de deux blocs, états-uniens et URSS, donc bloc pendant la guerre froide, il fallait absolument imposer des régimes uniques aux pays africains parce que, voyez-vous, c'était plus simple, pensaient-ils, ces Occidentaux, de les maîtriser. Et que s'il y avait justement le pluralisme, ils ne pourraient pas maîtriser et imposer leur hégémonie. Et on est donc passé au pluralisme, au parti unique, et donc aux dictatures à partir des années 60 qu'on a connues en Afrique. Mais ce n'était pas le fait des Africains, c'était encore le fait d'une géopolitique mondiale qui nous imposait cette réalité dans les seuls intérêts des impérialistes occidentaux. Ensuite, en 1989, il y a la chute du mur de Berlin, synonyme donc de la fin de la guerre froide officielle. Et en 1991, il y a le démantèlement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, qui elle-même était conséquente à cette chute du mur de Berlin. Et entre les deux, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'imposition des démocraties en Afrique en 1990, en juin 1990, avec le fameux discours de La Baule. Pourquoi? Et on nous a vanté ça comme la bonne conscience de l'Occident qui ne veut que le bien de l'Afrique et qui vient lui apporter un vent de liberté et de démocratie, alors qu'il n'en était rien. Il s'agissait de réorganiser le monde politique et ce qui était considéré comme la chasse gardée de l'Occident, maintenant que les États-Unis s'annonçaient comme étant le seul maître du bateau-monde. Et on s'est retrouvé donc dans ce pluralisme politique qu'on a salué en grande pompe, que naïvement les populations ont accueilli comme une nouvelle ère de liberté et de droits de l'homme, alors que c'était juste une forme de manipulation. Parce que si la démocratie en elle-même, dans son essence, n'est pas un problème, elle est un problème dans le sens tel qu'il a été pensé et imposé pour les pays africains pour servir les seuls desiderata occidentaux. Donc, pour moi, tout ce qui est politique en Afrique est un héritage colonial qui ne fait que déstructurer nos États africains. Et quand même les solutions qui sont annoncées, telles que la décentralisation et le fédéralisme, ces solutions sont encore des formules occidentales
qui ne correspondent pas toujours, en tout cas très rarement, à notre réalité, à notre ADN culturel et contextuel. Ça veut dire qu'il faut créer, Absolument. Ça veut dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de dire, ah, pourquoi ne faisons-nous pas le fédéralisme? Les États-Unis, c'est un pays fédéral. On essaie toujours de copier, de regarder ce qui est de l'autre côté. Quand on prend la décentralisation, je vous rappelle quand même que la décentralisation, c'est une création coloniale. C'est une création française avec la loi Gaston Defferre en 1956. La loi cadre, exactement, qui donnait aux territoires d'outre-mer, notamment Afrique équatoriale française, Afrique orientale française, des pouvoirs décentralisés, disait-il, et également aux DOM, les départements d'outre-mer, un certain nombre de droits. Vous savez que les Noirs de ces territoires-là n'avaient pas droit de vote, ainsi de suite. Et il y a des gens qui se sont battus, on va dire, pour que, tel que je pense à Feu Houphouët-Boigny, à Sédar Senghor, qui eux-mêmes étaient des Français du système, oui. Et qui en réalité disaient en leur temps qu'ils rassuraient les Français en disant notre lutte, pendant qu'il y avait de véritables luttes d'indépendance, hein, ils disaient notre lutte, puisqu'ils étaient dans les privilèges français, l'un ministre, l'un vice-ministre, l'autre député, ils disaient, en rassurant les Français, que notre lutte, ce n'est pas l'indépendance de l'Afrique, mais c'est de donner un peu d'autonomie aux Africains pour qu'ils se sentent mieux intégrés dans la France métropolitaine. Voilà en fait ce qui était la réalité à l'époque. Donc vous vous rendez compte que même les solutions qui sont préconisées sont des solutions qui sont extraverties et qui ne correspondent pas à l'émanation, même à nos aspirations. La loi cadre Gaston Defferre de 1956 s'est matérialisée, qui était pour les territoires d'outre-mer et les DOM, s'est matérialisée en 1982 par justement la loi de la décentralisation en France, qui jusqu'en 82-83, qui justement a été présentée comme la nouvelle donne, et les anciennes colonies ne faisaient qu'absorber, n'ont fait qu'absorber ces schémas-là. Ce ne sont pas des schémas qui... Mais regardez comment ça se passe. Aujourd'hui, on vous dit, il y a quelque temps encore, on parlait des budgets programmes. Mais c'était devenu comme la panacée. Ah, les budgets programmes. Quel Africain s'est levé et a pensé les budgets programmes en réalité comme étant une solution pour les économies africaines? C'est toujours imposé de l'extérieur. Et chaque fois que nos solutions viendront de l'extérieur, mais il n'y aura aucun intérêt à les appliquer, puisque ceux qui donnent des prétendues solutions de l'extérieur n'ont pas intérêt à ce que nous soyons autonomes. Parce que la vraie problématique des pays africains, c'est l'autonomie, c'est la souveraineté. Et quand on parle de décentralisation, quand on parle de fédéralisme, c'est une question de souveraineté. Donc, il est de bon ton de penser, de repenser et de créer des systèmes qui nous correspondent. Que ce soit la décentralisation ou le fédéralisme, tant que ce sera des copier-coller venus de l'extérieur, ça ne servira pas à grand-chose. Merci à vous. Président Batakani, vous avez la parole. Je pense que, je dirais ce que Paul a dit d'une autre manière. Je veux reprendre ses propos autrement. Il faut se poser une question fondamentale. Est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? Si j'ai bien compris l'honorable, ça voulait aller un peu vers là. Ça voulait nous interpeller un peu dans ce sens. C'est-à-dire que, est-ce qu'en face on considère que nous sommes des êtres humains? Cette affaire est-elle réglée? L'affaire de l'humanité du nègre, appelons-le comme ça dans le monde, est-ce que l'affaire est réglée? Mais à partir du moment où en face, les gens disent que nous ne sommes pas des humains, et qu'ils disent que vous êtes humains à demi-mot, et après ils se moquent de vous, et dans des faits, ils ne vous considèrent pas comme humains, mais c'est quoi toutes ces histoires qu'on raconte là? On met la charrue avant les bœufs. Mais en face, je vous dis, on ne considère pas qu'on est humain. Mais est-ce que les gens admettent ça? Quelque chose est en train de passer sous silence. Je répète, je ne fais que le dire. Nous sommes les seuls à crier dessus, comme d'habitude. Mais les gens n'auront pas d'autre choix, ils vont revenir dessus. Les Américains ont voté une loi. Observez bien. Les institutionnels africains sont silencieux. Les présidents africains se taisent. Les intellectuels africains se taisent. Les prétendus pasteurs, imams, tous ces gens-là, chefs traditionnels, se taisent. Le même pays va vous inviter à un sommet Amérique-Afrique en décembre. Les dirigeants africains vont porter leur veste et ils vont partir s'asseoir. C'est-à-dire, je vous invite chez moi, après vous avoir dit que vous êtes un esclave. Et vous portez vos pieds et vous traînez votre queue venant entrer. Oui, je suis esclave, reçois-moi alors.
et je vous reçois comme étant esclave. Ce sont des questions fondamentales. Si un pays comme les États-Unis, dirigé par le truc qui est à sa tête là maintenant, là, le médecin d'Obama et de Trump vient de dire... C'est un chef d'État, président Badakani, il s'appelle Joe Biden. Il a été élu par les Américains, je vous appelle. Ça ne m'impressionne pas. Sauf juste pour le respect de ces Américains qui l'ont élu, appelons-le comme ça, chef d'État. Il faut qu'ils nous respectent aussi. Vous comprenez? Ça ne m'impressionne pas ça. Je vous dis que le médecin de Trump et d'Obama, c'est un médecin d'État. Il vient de vous dire que Joe Biden est un problème pour la sécurité nationale aux États-Unis. Que son État est devenu un danger pour la sécurité nationale. C'est ce que moi je dis depuis des mois. Mais quand je dis ça, on dit que je suis en train d'insulter. Est-ce qu'appeler chat un chat, c'est l'insulter? Vous appelez un chat, et le chat est content, il est un chat. Encore qu'il soit chat, encore qu'il soit chat. Ne me demandez pas de respecter Joe Biden parce qu'il est président. On est fatigué de ça. Parce que nous, on ne respecte pas nos présidents comme ils sont. On considère qu'ils ne sont même pas des êtres humains. Ne parlons pas des peuples africains. Donc, à un moment donné, on se fatigue de ce genre de discours. Je n'ai aucun respect pour Joe Biden. Et pour un pays qu'on appelle les États-Unis qui ose voter une loi en plein 21e siècle de ce type. Et qui nous invite après de venir chez lui. C'est la guerre. Bon, ceux qui ne veulent pas faire la guerre, ben, là, dit c'est leur problème. Mais si on ne règle pas des choses comme ça, tout ce qu'on fait là, décentralisation, fédéralisme, ben, ça, ce sont les gesticulations d'un esclave qui veut passer libérer. C'est le problème fondamental. Et je vous dis pourquoi je commence par là. Pourquoi on n'est pas une nation? Pourquoi il y a une contradiction entre l'État et la nation? C'est ce que c'était en train de dire. Il y a une contradiction originelle. Pourquoi? C'est la colonisation qui fait ça. Mais c'est quoi la colonisation? C'est pas la négation de l'autre humanité? C'est pas... Mais vous voulez comprendre de quoi? Les gens disent qu'on n'est pas des hommes. Ils viennent envahir notre territoire, ils prennent toutes les matières premières, ils mettent un système justement pour des superstructures, pour consolider et sauvegarder ça. Et nous, on entre dedans. C'est dans ça qu'on gesticule. Mais pourquoi les gens veulent fédéraliser? Allez vous en parler de la loi cadre. C'est quoi la loi cadre? C'est la territorialisation. Quand M. Emmanuel Sadi, respect pour sa fonction, était ministre, il a fait un document cadre pour justifier la décentralisation. Allez lire ce document. Allez lire. C'est une copie de Gaston Defferre. C'est une copie de Gaston Defferre. Mais ce qu'il a dit là, ce n'est pas la blague. Mais si nous avons des autorités qui, malgré leur très bonne foi, refusent d'élever la réflexion au-delà, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais à chacun son job. Toi, élève. Parce qu'eux, ils ont la contrainte de la gestion des relations internationales qui doivent quand même être gérées. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons des accords qui sont signés, nous avons des décrets, enfin, nous avons toute une organisation qui les prend quelque part en otage. Et moi, je pense qu'ils font pour le mieux, pour qu'on continue quand même, que nos pays continuent quand même à se développer, le temps que les voix qui sont dissonantes et qui portent certainement la vérité puissent occuper l'espace. Peut-être pour soutenir. Ok, président Badakani. Les panafricanistes disent ça depuis 10 ans, qu'il y a des contraintes. Mais quand vous constatez que des dirigeants, une bonne partie, lorsque les voix dissonantes, porteuses de vérité que vous convoquez, ces voix-là sont combattues par des dirigeants qui sont en poste parce qu'ils ne veulent pas bouger, on fait quoi? Au Cameroun, une bonne partie des dirigeants camerounais roulent à contre-courant. Depuis 10 ans, les panafricanistes, personne n'a mis sur la table la question des contraintes internationales que les panafricanistes, croyant que les dirigeants vont comprendre, certains vont comprendre. Mais il y a des courants qui ne veulent pas, qui travaillent plutôt à nous l'amener en arrière. Moi, j'ai analysé un document sur la décentralisation, c'est écrit par M. le ministre, il a écrit ça. Et c'était le paradigme gouvernemental sur la question. Nous avons fait toute une convention de 4 jours pour discuter de ces choses. Vous savez, chez Nelora, nous avons écrit au ministre de la décentralisation. Le nouveau, hein, nous lui avons écrit pour dire, pardon, envoyez-nous un cadre qui vient nous enseigner en la matière de l'esprit du gouvernement. Il n'a même pas répondu à notre lettre. Il est là, il est encore là. Vous voulez qu'on le crée encore La demande est bel et bien arrivée. Mais déposé par la vice-présidente du parti. C'est écrit, hein, avec humilité, nous, pardon, venez nous enseigner. Nous ne comprenons pas certaines choses-là. Il n'a même pas répondu. Vous pensez que moi, je peux encore respecter un type comme ça? Il ne sait pas pourquoi il est là. Mais il prend des grands avec sa veste, il se prend au sérieux. Si j'ai un dirigeant, on n'a rien à faire avec eux. Je ne suis pas le seul. Il parle de centralisation. Un parti politique vous appelle que venez nous enseigner ça. Vous ne répondez même pas à la lettre. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle. Il est là.
Il va fanfaronner matin, il a quel contrainte qui pèse sur lui. Il a quel contrainte. Laissons le ministre là où les choses Non, elle a posé une question. Ne suivez pas ce que l'honorable Bell a dit. Poursuivez avec votre... Je suis dans mon sujet. Je vous en prie, laissez le ministre là où il se trouve. Bon, quelle est la contrainte qui pèse sur une parole autorité? C'est quoi? C'est sa contrainte personnelle, s'enrichir et jouer sa carte personnelle. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que, si vous me demandez de revenir sur le sujet, Gaston Defferre, c'était la territorialisation. C'est ce qu'il parlait de ça. On est encore jusqu'aujourd'hui. Dans le document en question, on vante la territorialisation. C'est écrit comme un des principes cardinaux, n'est-ce pas, qui norme la décentralisation dans notre pays. J'ai étudié ça sérieusement. Donc, quand vous observez, mon cher Pépin, les gens veulent fédéraliser, pourquoi? Comprenez-moi bien, hein? Vous savez pourquoi? Certains, parce qu'ils sont fâchés de Paul Biya. C'est-à-dire la plupart des personnes qui veulent fédéraliser, ils sont fâchés de Paul Biya. Ils ne cherchent même pas à étudier ce que c'est. Ils sont énervés contre l'État central. Bon, on fédéralise. Mais tout ça, ce n'est pas sérieux. C'est irrationnel tout ça. Ce n'est pas sérieux. Il y en a qui sont fâchés contre telle ethnie. Et ils pensent que cette ethnie-là, pour la contrecarrer, chacun doit avoir son gouvernement dans son ethnie, dans son giron ethnique. Mais allez lire l'histoire de tous les projets fédéralistes sérieux dans le monde. C'est une théorie, c'est une pensée du fédéralisme qui a présidé la démarche. Vous prenez l'Europe, c'est Jean Monnet, un des concepteurs de l'Europe. Il appelait ça fédéralisme communautaire. Bon, quelqu'un a repris ça ici. J'espère qu'il a pris le temps de travailler sérieusement. Jean Monnet, c'est l'un des pères de cette théorie-là. Mais allez voir ce qu'il dit, le temps. Vous voyez une pensée philosophique. Quelqu'un a pris le temps, il s'est assis, il a lu, il a pensé, il a théorisé, il a dit, voici un projet pour l'Europe. C'est comme ça qu'on a commencé l'expérience communautaire européenne qui a abouti à l'Union européenne. Mais nous, on veut fédéraliser pourquoi? Il vous dit dans son projet qu'il faut qu'on soit une puissance économique pour affronter les défis du futur. Vous voyez, quelqu'un a pensé le monde. Mais nous, c'est quoi? On est fâché de Paul Biya, on est fâché contre tel ennemi, on veut se faire voir en politique, populisme primaire en politique, et on affiche des idées comme ça qui n'ont aucun contenu. Qu'est-ce qu'on veut fédéraliser chez nous? La colonisation? C'est ça qu'on veut fédéraliser? C'est de ça qu'il s'agit? L'ethnicisme? C'est de cela qu'il s'agit. Mais quelle est la différence entre moi et un gars du Nord, et un Topuri, et un Mundan? La différence, c'est quoi? Quelle est la différence entre moi et un homme de l'Ouest? Ou bien un Maka premier? Nous ne sommes pas des mêmes. Ce n'est pas démontré depuis 50 ans l'unité culturelle de l'Afrique. Maintenant, des guerres nouvelles sont en train de s'élever pour qu'on s'affronte sur des bases claniques et tribales. On appelle ça fédéralisme. C'est sérieux ça? C'est sérieux ça? Mais c'est de cela qu'il s'agit. Or, quand on aborde la question, vous voyez très bien que quand on veut travailler sérieusement, on va comprendre deux ou trois choses. Que quand on dit fédéralisme, il faut étudier la science fédéraliste. Ça existe. Il faut étudier ça. Et je parle de la science fédéraliste. Je ne parle pas des expériences fédéralistes. La science fédéraliste, ça existe. Deuxièmement, il faut étudier l'existant fédéraliste au plan politique. L'existant. Ça existe. Et maintenant, étudier le fédéralisme réel, c'est-à-dire les expériences des uns et des autres, ça a donné quoi? Ce travail-là est fait par tous les promoteurs. Si on prend le cas du Cameroun, le travail-là est fait par qui? Parmi tous ceux-là qui bavardent sur cette affaire. C'est ce que Paul est en train de dire. Qui a pris le temps de faire ce travail? On bricole un truc comme ça, on raconte n'importe quoi, on dit fédéralisme. C'est pour ça qu'en attendant, je suis d'accord avec l'honorable que faisons d'abord avec ce qui est là. Cette décentralisation, qui n'est qu'une étape pour qu'on mûrisse des vrais débats. Et trouver un système qui nous équivale. Tout à fait. Comment on veut poser la réforme de l'État dans un pays? On ne parle pas de l'économie. On ne parle pas de ça. Hein? Tous ces acteurs politiques là qui parlent de ça, vous allez voir une chose. Ils ne parlent jamais de nos rapports avec l'Occident. Jamais. C'est un tabou. Ils ne parlent jamais de ces choses. Vous parlez de la colonisation, parce que vous êtes énervé, vous êtes fâché contre, vous êtes anti-blanc. C'est tellement dégueulasse que vous voyez très bien que l'un a fait, c'est que, toi là, je m'assois. Vous avez pris aussi, nous aussi, on veut notre part. Donnez notre part. On veut notre part ici. On n'a rien de commun ensemble. On n'a aucun projet qui peut nous fédérer. Pour dire que tout ce qui, en la matière, est proposé dans l'espace africain en la matière jusqu'à présent, c'est lapidaire.
pour ne pas dire d'une indigence à faire pleurer. Regardez l'Éthiopie et son expérience. Voilà le fédéralisme tribal à base ethnique. C'est ça l'histoire de l'Éthiopie. Hein. Son fédéralisme, voilà. Regardez ce que ça donne. Regardez ce qui se passe au Nigeria. Au Nigeria, regardez ce qui se passe ailleurs. Alors on voit les expériences réelles. Vous comparez à l'Europe, un pays comme les États-Unis, son fédéralisme c'est quoi? Au-delà des raffinements institutionnels au niveau américain, la base du fédéralisme américain est d'abord économique. Elle est économique. Vous n'avez pas le fédéralisme américain sans la puissance économique américaine, sans sa puissance monétaire. Allez au Canada. Ce sont des champions de la guerre économique mondiale qui maintenant raffinent au niveau institutionnel le fédéralisme. Mais en Afrique, des gens qui refusent de se battre même pour leur nourriture, de se battre pour gérer leur monnaie, refusent de se battre même pour qu'un petit ambassadeur français les respecte, sont prêts à se faire des guerres tribales en cachant ça sur l'idée que non, on a un projet fédéraliste machin et consort. Eh bien. Tout ça est lamentable. Merci beaucoup, Président Batakani. Professeur Jean-Paul Bellec, vous avez la parole. Président Batakani, parce que ce n'est pas notre projet. Moi, je suis diopien. Je suis de l'école de Cheikh Anta Diop. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais je m'en suis beaucoup abreuvé. Travaux, et par contre Obenga j'ai bien connu, Obenga qui est donc le successeur. Et le projet, quand Cheikh Anta Diop écrit, en 1948 déjà, il écrit ça, ça a été édité après par la présidence africaine, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Ce n'est pas ce que l'honorable a dit tout à l'heure. Hein. Ça, je suis d'accord avec la chute du président Mandakani. Hein. C'est même honteux. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'ici, au niveau du Cameroun, les gens qui rédigent, c'est des imbéciles. Excusez-moi, au sens latin du terme. Ce n'est pas une insulte. J'ai bien dit au sens latin du terme. Vous avez bien dit qu'on a l'impression. C'est dès qu'une impression. Ça fait rien, oui. C'est dès qu'une impression. Oui, ça, je définis imbécile, parce que quand on dit imbécile, on pense que c'est une insulte. Ce n'est pas une insulte. Je ne parle pas des faibles d'esprit. Je parle des esprits faibles. C'est-à-dire qu'ils ont c'est comme il y avait un plafond de verre. Ils ont du mal à dépasser un certain niveau. C'est ça au sens latin du terme. Donc, ça veut dire quoi? Le projet panafricain de Cheikh Anta, projet fédéral de Cheikh Anta est panafricain. Il s'agit de rassembler, même à partir d'identités héritées de la colonisation, de rassembler d'abord les sous-régions et le continent africain. Et il dit que ce n'est pas volontariste. On ne demande pas ton avis, Pépin. D'ailleurs, on te fait la guerre si tu veux. Si tu n'es pas d'accord avec le projet, on te fait la guerre. Hein. Je répète, hein. Lorsque le projet va se mettre en place, parce qu'il a rencontré ceux qui peuvent le mettre en place, des acteurs politiques et militaires, tout ce que... Tous ceux qui ne seront pas d'accord, on va leur faire la guerre. On n'aura pas pitié d'eux. Je répète, tous ceux qui ne seront pas d'accord avec ce projet, c'est le seul projet valable en Afrique. On va leur faire la guerre. Et on n'aura pas pitié d'eux. La guerre avec les armes. La guerre avec les armes, on les tue, on les liquide, ils n'existent plus. J'explique pourquoi. Ça s'est déjà fait dans le passé. Hein. Il y a eu l'Empire du Mali, il y a eu le Ghana. Quoique ça s'est fait gentiment. L'Égypte ancienne, ça se fait comment? Une fois que le Sud était unifié, le Nord n'a jamais voulu. On leur a fait la guerre. Et on a mis la capitale chez eux. Pour bien dire que ça, c'est Mahat. Okay? C'est vous. Oh, surveillez le gouvernement maintenant. La capitale est chez vous. Parce que le projet est de fonder, je parle de l'Égypte ancienne, un État-territoire pour maximaliser l'exploitation des ressources et des humains. Ok? Voilà. Les ressources humaines, des ressources matérielles. Ben, il fallait ce territoire, cette taille-là minimale. Donc, on n'allait pas, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord, se limiter avec des rendements négatifs, mauvais, okay, médiocres. Donc, pour cela, ils ne sont pas d'accord, on leur fait la guerre. Mais c'est l'humain qui invente la guerre. La guerre, ça n'a rien de nocif. De toute façon, tout le monde va mourir, naturel ou pas. Donc, si c'est pour l'intérêt du grand nombre, on te fait la guerre. Très bien. Bon, une fois que c'est clair, je reviens maintenant. Donc, le projet consiste à faire du Cameroun 470 000 et quelques kilomètres carrés. Un État fédéral est un projet de gens imbéciles. Parce que c'est réduit. Parce que quand on dit État fédéral, c'est-à-dire que chaque entité là, dans les 10 provinces est un État. Donc on peut les opposer les uns aux autres, une puissance étrangère. Si déjà l'État camerounais là n'arrive pas à se confronter à l'exploitation capitaliste dont parlait le président Mandakani, vous voyez que c'est une région camerounaise devenue État dans une fédération qui va pouvoir résister. Au contraire, on va vous nourrir dans vos contradictions, comme on le fait déjà au niveau des États africains aujourd'hui. Donc ça, c'est la paresse intellectuelle. Au lieu de faire la sous-région, par exemple la CEAC,
Maintenant, on veut plutôt éclater le Cameroun Alors, le président Madakane a donné des exemples qui ont du mal à fonctionner, d'ailleurs, de fédéralisme en Afrique. Mais prenons l'Europe, puisque le concept européen, la Belgique, il n'y a que 3 groupes ethniques là-bas, hein, pas plus. Hein. Et 2 groupes ethniques essentiels, à savoir le côté français wallon, flamand. Le côté flamand, néerlandais, les flamands. Bon, il y a un 3e groupe qui est minoritaire qu'on ne parle jamais, c'est un groupe germanique, allemand. Bon, mais les 2 là, qu'est-ce qui passe leur temps? La Belgique n'est ni une confédération ni une fédération, on ne sait pas trop. Ok? Ça se rapprochait plus d'une fédération, mais en même temps, il y a des côtés confédération. Confédération, vous voyez la différence entre fédération et confédération. Dans fédération, il y a un État central. Confédération, il n'y en a même pas. C'est juste des États qui trouvent qu'il y a un intérêt à fonctionner ensemble. Alors, donc, l'échec de la Belgique, vous savez, ils ont même passé plus d'une année sans gouvernement, prouve bien que ce concept ne peut pas marcher sur une entité qui n'a pas la bonne taille. La bonne taille, c'est une grande taille. Et en plus, dans lequel l'État central est faible. Les États-Unis, l'État central est fort. Si l'État central était faible, la Californie peut se détacher. Texas. Et c'est pour des raisons économiques, comme tu le présentes là-bas. C'est ça qui fait qu'ils sont d'accord, le Texas aussi, que ça se maintient. Donc, prétendre à 10 États avec au niveau du Cameroun, c'est juste de la paresse intellectuelle et c'est dangereux pour l'avenir du continent. Le projet africain est continental. Il n'est pas dans la réduction des États. La réduction des États, c'est un projet impérialiste. Parce qu'il n'y a pas longtemps, n'oubliez pas qu'il y a à peine 10 ans, il y a 24 qui voulaient qu'il y ait 500 États en Afrique. Bon, le concept d'ethnie, madame, on respecte, hein. Donc, je ne vais pas y revenir, parce qu'il faudrait même redéfinir les concepts. Parce que vous avez dit, comme si on était différents, ça, Douala, différent, tout ça, là, parce qu'on parle les langues différentes. Ce serait long à développer, et je sais que Pépin n'aime pas trop si on s'étend dans ces choses, ou alors il faudrait qu'il fasse une émission spéciale. Non, vous avez ça de façon spéciale, en 2 minutes, allez-y. Pardon? Allez-y. Bon. Très bien. Je vous concède là. Moi, j'ai fait des études. Hein. Dans ce Cameroun mal compris, là, on va dire que Bassa et Bamileke, c'est différent. Bassa et Bamileke, c'est la même chose. J'ai étudié ça. 20 ans d'études au minimum. Bassa et Bamileke. La dernière note, j'ai même fait des correspondances phonétiques. C'est-à-dire que comment on peut partir, quand quelqu'un parle Roma là, c'est encore facile quand c'est écrit. Mais s'il parle lentement, quelqu'un parle Roma là, l'autre il parle Bassa, on peut comprendre, en réalité on peut comprendre. Mais nos ancêtres faisaient comment? Ils faisaient comment? Ils n'étaient pas stupides de ne pas avoir fait comme le roi de France. Je vous signale que dans les années 1950, on interdisait aux Bretons de parler breton. Parce qu'ils ont des ethnies là-bas. Breton, la langue n'est pas la même, la culture n'est pas la même, l'Alsacien, c'est pas pareil. Il y a les Flamands là-bas aussi au nord de la France. Il y a le Corse, c'est différent. Il y a le Provençal, c'est différent. Il y a les Ch'tis, là, au nord de la France, c'est différent. Mais attendez, il y a même les Savoyards, la langue et la culture est différente. Mais en France aussi, on a des cultures différentes. Ce n'est pas la même chose qu'on parle partout et chez tout le monde. La langue française que nous parlons là est une langue imposée par le roi de France qui, en réalité, sa région d'origine sur laquelle il régnait, c'était l'île de France. En gros, Paris, c'est la région parisienne. Mais ça a été imposé par la force. Nos ancêtres n'ont jamais voulu faire ça. Parce que nous, on ne pratique pas l'effacement. Relisez, par exemple, Ibn Battuta à l'arabe. Enfin, ce n'est pas un arabe, en fait. Il est originaire c'est un kurde. On dit toujours arabe, c'est un kurde, c'est même pas un arabe. Mais enfin, passons, un islamiste, un islamique. Alors, il écrit bien que dans l'Empire du Mali, si un arabe, je reprends ces termes, avait laissé des biens, les Maliens les gardaient et ils les remettaient au prochain arabe qui arrivait pour lui remettre, parce que c'est son frère. On a toujours pratiqué ça en Afrique, c'est-à-dire qu'on ne demande pas l'effacement des peuples. Ce qu'on demande, c'est une vie harmonique. Un empire du Mali, il y avait beaucoup d'ethnies là-bas. On n'a jamais dit aux gens de parler, pas vous n'en n'existez pas. Et puis, on a toujours choisi la langue. Ici, on a mis le pidgin. Mais avant le pidgin, il devait y avoir une langue, au moins dans une partie de la région, pour le commerce. Il y a une langue pour l'administration. Le Kenya, dont on parlait tout à l'heure, la langue administrative. Il y a 2 langues administratives au Kenya. Il y a l'anglais, mais il y a le swahili. En Tanzanie, il n'y a que le swahili. L'Ouganda aussi a adopté le swahili. Il y a plein de pays où on parle swahili, c'est leur langue. Donc, on peut avoir une langue de commerce. C'est-à-dire que l'idée de ça c'est le côté impérialiste qui amène à l'extermination des humains, à l'épuration ethnique, ça c'est occidental. Nous, les Africains, on n'élimine pas. On fait l'unité de la diversité, des devises du Cameroun, en fait. C'est ce que nous faisons, on a tout fait. Donc, on peut très bien, c'est une richesse, dire que telle langue c'est pour le commerce, ça c'est pour l'école, ça c'est pour ça. Et c'est tout, on est riche. Vous voyez? Donc, il faut vraiment. Donc, la paresse intellectuelle, moi, je n'ai jamais pratiqué la paresse intellectuelle, n'est plus de mise aujourd'hui. On doit faire des efforts. Et la paresse au niveau des forces physiques non plus.
nous sommes un peu en guerre, on doit se libérer, donc on doit multiplier les énergies, il ne faut même pas dormir. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bellec. Il ne faut même pas dormir. Même les ordres de chemin, il faut les réduire. Très bien. Chacun a maintenant 3 minutes parce que nous sommes en train de sortir de là. Je vais terminer par la dame, bien sûr. Je commence par vous, Paul là. 3 minutes, on est en train de sortir. Sur la même question, on a et la question est fondamentale. Alors, quelles en sont les frontières face à la décentralisation? Tout simplement que le fédéralisme, la décentralisation qui est une répartition ou une décentralisation, pour faire le pléonasme, des pouvoirs au niveau des collectivités territoriales décentralisées, est à ce qu'elle est à ces collectivités-là ce que le fédéralisme est à un État. Donc le fédéralisme, c'est tout simplement selon les formes, encore qu'il n'y a pas une forme unique, mais de façon standard, le fédéralisme, c'est de transmettre des autonomies politiques, économiques et autres à un État qui est subdivisé en sous-États, et on parle donc d'États fédérés, et qui, chacun de ces États-là, donc, peut avoir, selon la forme du fédéralisme adopté, sa propre constitution, par exemple. Donc, effectivement, dans l'état actuel des pays africains, je rejoins tout à fait le professeur Bellec, dans la mesure où nous sommes des pays qui n'arrivons pas déjà, en tant que pays sans être fédérés, à faire face de façon efficace à l'impérialisme occidental qui a pour seul objectif, faut-il le rappeler, et je viens d'apprendre quelque chose du professeur Bellec, c'est qu'il y avait un projet de subdiviser encore plus les pays africains, l'Afrique en 500 États. Donc, vous comprenez bien que l'objectif de l'impérialisme, c'est la division. La conférence de Berlin, c'était quoi? De 1884-1885. L'objectif, c'était justement de subdiviser, d'éclater l'Afrique en plusieurs petits morceaux dociles, justement au desiderata de l'Occident. Et si on n'arrive déjà pas, pour l'instant, de façon efficace tout au moins, à contrecarrer cette hégémonie impérialiste de l'Occident, en étant, pour ne prendre le cas que du Cameroun, en étant le Cameroun qu'on est aujourd'hui, il est évident que le fragmenter davantage, quelles que soient les vertus qu'on peut trouver au fédéralisme, encore une fois, le copier-coller n'est jamais d'un intérêt quelconque pour celui qui le subit. Parce qu'on va dire, ah, ça marche bien là-bas, mais c'est juste du n'importe quoi. Très bien, vous chutez, je vous Il faut contextualiser. Donc, on ne peut pas penser raisonnablement que l'impérialisme occidental qui a des envies, qui a des injonctions perpétuelles au niveau de l'Afrique, on ne peut pas penser que le fédéralisme va être une solution quand on sait que l'objectif fondamental, la problématique fondamentale des pays africains, c'est la souveraineté. Merci beaucoup. Président Badakani, en 3 minutes également, on sort. Y a-t-il des limites à constater? Non, je pense qu'il faut rester serein. Il faut rester serein parce qu'il y a des aventures qui ne feront pas long feu. Parce que la réalité va les rattraper, la réalité va les discipliner. Malgré la contradiction originelle qui travaille nos États, à savoir le divorce entre la nation et l'État, il y a quand même des structures étatiques et institutionnelles qui sont là et qui, faute de mieux, vont demeurer. Parce qu'elles sont l'expression d'une organisation mieux structurée que celles qui veulent remplacer cet État-là. Donc, s'il n'y a pas une offre qui soit supérieure à celle de l'État, malgré cet art, l'État va rester là. Parce que lui, il a plus de moyens que ceux qui veulent, qui font d'autres offres, et ils viennent de le dire d'une autre manière, et qui n'ont aucune honte à demander le soutien de l'étranger. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'on se querelle ethniquement parlant, mais en faisant semblant de ne pas voir qu'on est tous dominés par une ethnie étrangère, blanche. On ne parle pas de ça. C'est comme Douala, je veux taquiner un peu ma maman, c'est comme le problème à Douala. Les revendications autochtones à Douala se limitent à son versant local. On ne parle pas de la domination étrangère de la ville, pas les multinationales étrangères qui ont confisqué la ville depuis très longtemps. On n'en parle pas. Il y a ce type de consensus secret qu'il faut que, bon, ok, tuons-nous entre nous, mais ne touchons pas le vrai ennemi qui est là. Vous voyez, donc, bon, quand c'est comme ça, ça ne va pas marcher, ça ne va pas durer, parce que vous n'attaquez pas les véritables problèmes. Donc, il faut rester serein. Et pendant ce temps, que les vrais théoriciens du fédéralisme émergent, les vrais théoriciens, qu'ils produisent la pensée, que les intellectuels fassent leur travail,
qu'on ait une vraie science du fédéralisme, qu'on ait le bilan quasi exhaustif des expériences de fédéralisme réel dans le monde et qu'on évalue les atouts et les inconvénients et qu'on voit enfin, le temps faisant, avec la pédagogie de la décentralisation qu'elle considère comme une étape. Moi, je partage ce point de vue-là. Et le temps faisant, on va aboutir à avoir un vrai projet fédéral qui soit vraiment porteur d'émancipation pour nos peuples. Merci beaucoup, Président Mbanda-Kani. Professeur Jean-Paul Bellec, on vous suit. Je préfère donner la parole à ma mère qui est à côté. C'est elle qui aura le double dernier mot. Je lui donne mon temps. C'est moi qui donne la parole. C'est l'Afrique. Je vous ai donné la parole. Oui, mais maintenant que vous m'avez donné la parole, moi, je lui donne ma parole. Vous ne voulez pas parler alors? C'est l'Afrique. Non, je suis africain. Merci, Président Mbanda-Kani. Je sais que, parce qu'il ne faut pas que ça passe comme si tout était dirigé. Voilà, donc, je lui laisse le temps de développer et de conclure. Par honneur, respect. En Égypte ancienne, la grammaire égyptienne, quand on écrit l'épigraphie, il y a ce qu'on appelle l'antéposition honorifique. C'est-à-dire que si je vais par exemple dire Menkaoré, vous entendez Ré à la fin, non? Ré, c'est Dieu. Mais on va écrire Ré d'abord. Mais vous ne lisez pas Ré, Menkaou. Ça s'appelle l'antéposition honorifique. C'est ce que vous voulez faire. Je vais lui faire cet honneur-là. D'accord. Je lui donne mon temps, comme ça elle prend son temps, plus mon temps et conjugue ça. Okay. Parce que je vais juste répéter ce que j'ai dit. Temps, vous avez déjà plus de 2 minutes. Vous avez plus une seule petite minute. Donc, vous avez donc 4 minutes maintenant. Bon, d'abord, je vais le dire pour commencer, que ça a été un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et c'est bien de côtoyer les savants. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a effectivement une discordance entre l'État et la nation. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Et nous avons donc besoin de l'État pendant longtemps pour qu'il soit en mesure de créer la cohésion qui va nous permettre, si on doit passer à une fédération intelligente. Et nous avons le droit de choisir la forme qui nous sied, celle que nous pensons être la plus efficace. Quand moi je parlais, je pense dans ma folle tête de la fédération, je me dis par exemple, si je dis l'État du Sawa Grassfield, tu vois bien, Président Mbanda-Kani, que ça n'a rien d'ethnique. C'est plutôt construit autour des intérêts économiques qui pourraient faire de mon État l'un des États les plus puissants. Maintenant, on a l'État des Grands Lacs qui prendrait par exemple le département Bamoun avec la Damawa, etc. Donc, faire des choses qui ne sont pas liées forcément à l'origine ethnique, ce n'est pas ça qui va être efficace, mais à une construction qui peut porter, voilà, qui nous est propre, etc. Et des espaces viables économiquement. Voilà, et troisièmement, je voulais dire au président Mbanda-Kani, il a été tout à l'heure très très sévère et presque impoli vis-à-vis de monsieur le ministre. Moi, je pense que tu devrais lui présenter des excuses, parce que des fois, il y a des malentendus comme ça. Il a peut-être vu la lettre, mais il a aussi peut-être vu autre chose, qui ressemble peut-être à ce que tu viens de faire sur le plateau. Et il se dit, mais finalement, il veut quoi? Il me prend pas au sérieux, il me respecte pas, mais il veut que je vienne m'intéresser à son organisation. Donc, des fois, c'est juste une façon de collaborer qui pourrait être plus conviviale et plus efficace. Ça n'arrive pas au bureau du ministre, il y a des gens détournés sans chemin. C'est pour ça que... Je suis assuré que ça lui arrive. Bon, d'accord, mais tu peux comprendre quand même que je te donne ce conseil parce que votre posture est... C'est maintenant que j'en parle. Oui, d'accord, depuis 2 ans. Mais maintenant que tu en parles donc, il faut que tu sois efficace. Ça veut dire qu'il faut que tes militants aient quand même cette formation, puisqu'elle te paraît essentielle. On se débrouille autrement. Ah d'accord, bon, mais accepte quand même que j'ai trouvé que tu es un peu déraillé. J'accepte le conseil. D'accord, je vous remercie. Vous avez chuté? J'ai chuté, enfin je chute comme tout le monde pour dire que nous avons besoin d'abord d'une cohésion forte. Et ensuite, maintenant, on peut aboutir à quelque chose de plus malléable parce que la décentralisation a quand même ceci de bien de rapprocher les décisions des populations. Et nous avons tellement de problèmes que quand on reste au niveau central, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper et nous pouvons ne pas être aussi pertinents que nous voudrions l'être au niveau de
la mise en place des différents plans d'action, des programmes, etc. Tout à fait. Alors, vous allez dire merci au professeur Jean-Paul Bellec qui vous a donné son temps, même si c'était une 7 minutes pour supplémentaire. C'était important pour dire des choses que vous avez pu dire tout à l'heure. Merci à toutes les quatre d'être arrivés sur ce plateau. C'était d'ailleurs, on va dire, une confrontation des intellectuels, comme j'aime bien, autour d'une thématique, les vertus du fédéralisme. Quelles en sont les frontières face à la décentralisation? Vous avez d'ailleurs tout suivi sur ce plateau, madame, monsieur. Merci beaucoup à l'honorable Marlise Doualabel, femme politique, écrivaine, honorable. Peut-être la prochaine fois, vous viendrez avec certains de vos ouvrages. Ça nous permettra un peu de les présenter aussi au grand public. Surtout comme ça, le président Mbada Kani verra que les ethnies restent fortes. Parce que dans le cadre de mon roman, La trahison du prince Kotoko, il y a, entre autres, l'histoire d'une idylle entre une fille Sawa et un gars Kotoko. Et je peux te dire que la jeune dame, elle en a bavé. Hein, parce que la rencontre de ces deux façons de voir le monde, de construire le monde, c'est quand même édifiant. Nous ne sommes pas tout à fait pareils. Merci. Mais nous pouvons faire ensemble. Merci beaucoup, honorable Marlise Doualabel. Et les gays intertribales. Merci donc beaucoup, honorable Marlise Doualabel, femme politique, écrivaine. D'ailleurs, elle venait vous donner un actus de son dernier ouvrage, le tout dernier. Non, en fait, c'était le premier, c'était La trahison du prince Kotoko. Tout à fait. Ensuite, il y a La fille du prêtre. Ouais. Ngom est la fille du prêtre. On dédicace quand? Quand j'aurai un peu d'argent. D'accord. Très bien. Merci donc à honorable Marlise Doualabel, femme politique, écrivain, communicant du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous voulez bien que j'en parle et j'ai sorti ça. Merci d'être donc arrivé sur ce plateau. Merci à Paul Ela, analyste financier, géostratège, promoteur de Pan-Africans Awards. D'ailleurs, dans la deuxième édition se prépare activement. Ça sera pour le mois de décembre prochain. Vous aurez des actualités tout au long de ces temps-là jusqu'en décembre forcément. Merci à vous, professeur Jean-Paul Bellec, panafricaniste, docteur en astrophysique. Vous aimez bien qu'on vous appelle panafricaniste, professeur. Ces chapeaux, vous aimez bien ça, hein? Oui. Tout comme le président Mbada Kani qui est sur ce plateau, panafricaniste dans l'âme, on le dit très souvent. Il a encore répondu à ma convocation civile ce matin. Président Mbada Kani, merci d'être arrivé là aussi, président de tout mouvement, nouveau mouvement populaire. Lui également, il organise ce 6e congrès panafricaniste. Ça sera les 29, 30 et 31, ici même à Douala, ce mois même. Et d'ailleurs, il a eu à déballer un peu le programme. On y reviendra forcément tout au long de cette semaine. Merci à vous, président Mbada Kani. Merci. Et on va donc dire merci à la réalisation tenue ce matin de main de maître par Chessy, accompagné bien sûr de mon jeune digne qui était là pour le cadrage, madame, messieurs. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, je vous dis merci. Prenons rendez-vous vendredi prochain, certainement, pour une autre thématique de ce genre. Et là, on en parlera, pourquoi pas. D'ici là, portez-vous bien.